Allez, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle soirée organisée par Infiniscience. Notre association, vous le savez, s'est fixée comme objectif de diffuser les connaissances scientifiques auprès de tous les publics en favorisant notamment les échanges entre les chercheurs, les généticiens, les climatologues, les physiciens ou encore les paléontologues et les puits de Daumois. Et ce, auprès des adultes, mais aussi des jeunes, qu'ils soient en école primaire, au collège ou au lycée. En effet, alors que 97% des garçons âgés de 13 à 19 ans jouent tous les jours aux jeux vidéo et que 98% des filles de la même tranche d'âge font du shopping sur Internet, eh bien une étude récente nous apprend que les filières du numérique ont perdu plus de 12% d'étudiants au cours des 4 dernières années. De plus, une étude récente de l'ONICEP rappelle que si plus de 60% des élèves de 3e se disent intéressés par les études scientifiques, et notamment la recherche scientifique, eh bien ce sont seuls 17% d'entre eux qui vont réellement s'y orienter. La raison principale de ce recul, un a priori sur les sciences. Elle serait trop compliquée, réservée à une élite et présentant peu de débouchés. Alors que faire ? Que faire pour démontrer à ces jeunes tout l'intérêt des filières scientifiques ? Infiniscience utilisera la preuve par l'exemple. L'exemple de ceux qui ont, au cours de leur carrière, bouleversé leur domaine de recherche. C'est ainsi que nous avons accueilli depuis 2016 successivement Hubert Reeves, notre parrain, Jean Jouzel, qui vient de faire son entrée il y a quelques jours à l'Académie des sciences, ou encore Axel Kahn, le médecin généticien désormais responsable du comité d'éthique de l'INRA. Mais l'exemple, c'est aussi ceux qui font vivre la science aujourd'hui. Ceux qui, jour après jour, dans leur laboratoire, sur le terrain, dans les observatoires ou bien sur des champs de fouilles, eh bien, font avancer, apportent leurs briques à l'édifice des connaissances de l'humanité. Ce soir, c'est un de ces jeunes et prometteurs chercheurs que nous avons décidé de vous faire connaître. Mais avant de vous le présenter en détail, j'aimerais vous rappeler nos prochains événements, et en particulier celui qui se déroulera du 26 au 28 juillet 2018, puisque nous co-organiserons avec l'association d'astronomes amateurs Astrap, le festival Astrovergne, qui invitera dans notre région plus de 15 astrophysiciens et 2 astronautes, afin qu'ils donnent, en accord avec la mission que s'est fixée Infiniscience, des conférences grand public, mais aussi qu'ils échangent avec les plus jeunes dans le cadre d'une école d'astronomie. Ainsi, Jean-Pierre Le Breton, un des responsables scientifiques de la mission Cassini, cette mission qui est partie se mettre en orbite autour de Saturne, il viendra nous rapporter les dernières avancées des connaissances sur la planète Saturne, sur ses anneaux et sur ses satellites. Ce sera le jeudi 26 juillet à partir de 21h30 dans le stade d'Issertot. Le lendemain, le vendredi 27 juillet, eh bien, nous aurons le plaisir d'accueillir l'astrophysicien Étienne Klein qui viendra nous dire qui est légitime à parler du temps. Et enfin, en conférence de clôture, le samedi 28 juillet, c'est une soirée exceptionnelle à laquelle Infiniscience et Astrap vous inviteront. Une discussion sous les étoiles entre 2 astronautes sur le passé, le présent et le futur de la conquête spatiale. Je remercie enfin chaleureusement les membres du conseil d'administration ainsi que les membres du conseil scientifique d'Infiniscience. Et je remercie également la mairie de Clermont-Ferrand et le conseil départemental du Puy-de-Dôme pour leur soutien continu depuis la création de notre association. J'en viens maintenant à notre invité, David Kénard, et vous me permettrez, comme nous nous connaissons depuis plusieurs années, de le tutoyer. Alors David, tu es astrophysicien à l'université Queen Mary de Londres. Tu es ainsi un de ces sujets de Sa Majesté, puisque tu es même payé par la reine. Tu es astronome de Sa Majesté. Tu as fait ta thèse à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse, où tu as notamment travaillé sur les propriétés chimiques de l'eau, élément dont, j'en suis sûr, tu nous rappelleras qu'il est le ciment indispensable à la formation de la vie. Tu t'es ensuite focalisé sur la recherche des molécules prébiotiques, ces premières briques de la vie, et tu as démontré l'an passé notamment que ces molécules étaient présentes autour d'étoiles en formation, une avancée majeure dans l'étude des processus à l'origine de l'apparition de la vie. Mais il est temps pour moi maintenant de te laisser la parole avec grand plaisir afin que tu nous parles de l'origine et de l'universalité de la vie dans l'espace. Je vous remercie.
Alors bonsoir à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier Nicolas et toute l'association Infiniscience pour la magnifique organisation et puis l'organisation de cette conférence en général. C'est vraiment un plaisir d'être là pour moi avec vous ce soir. Et on va passer un petit peu de temps ensemble. On va découvrir ensemble, on va explorer notre univers, on va explorer notre espace. Et on va essayer ce soir de répondre à cette question qui est l'origine et l'université de la vie dans l'espace. Alors quand on parle de la vie dans l'espace, on pense tout de suite, on est influencé par toute cette science-fiction, toutes les œuvres de science-fiction, la littérature ou alors les films, qui nous ont donné cette image voilà, d'extraterrestres, d'E.T. Alors ce soir, on ne va pas vraiment parler de ça, on va oublier un peu toutes ces images que l'on a, tous ces préjugés qu'on peut avoir un petit peu sur la vie dans l'espace. Alors, dans le titre de cette conférence, il y a origine et universalité de la vie dans l'espace. Alors tout d'abord, pour comprendre un petit peu ce titre, il faut comprendre les mots qu'il y a dedans. Et je vais me concentrer sur ce mot qui est la vie. Quand on essaye de comprendre quelque chose, quand on a un questionnement, il est important de bien connaître la définition des mots. Alors, qu'est-ce qu'on fait en général quand on ne comprend pas un mot? On prend le dictionnaire. Donc je vais faire ça devant vous ce soir, on va un petit peu réfléchir à cette question ensemble. Et donc on va chercher la définition du mot vie. Alors, vie ici. Donc c'est le petit Robert, vous pouvez regarder chez vous également. Ensemble des phénomènes, croissance, métabolisme, reproduction, que présentent tous les organismes, animaux ou végétaux, de la naissance à la mort. Donc c'est une définition assez intéressante. Elle est à la fois très courte, mais elle couvre tout un ensemble de phénomènes et de processus. Donc cette définition, c'est le dictionnaire, peut être un petit peu compliqué. Et donc moi ce soir, je vais vous proposer plusieurs autres définitions. Et vous allez m'aider, vous allez participer, vous allez me dire, selon vous, laquelle de ces définitions est la meilleure pour décrire la vie. Est-ce que la vie, c'est juste un être qui pense et qui ressent? Je pense donc je suis, cette définition nous vient de René Descartes. René Descartes, qui est un grand philosophe, qui nous a dit donc cette définition. Un être qui pense et qui ressent. Donc, qui pense dans la salle, si je peux avoir un petit peu de lumière, s'il vous plaît? Pour voir la salle. Ah, merci. Qui pense dans la salle que cette définition est correcte pour celle de la vie? Allez-y. Ok, c'est bien, il faut tenter. Deuxième définition. Un organisme autonome capable de générer sa propre substance à partir de celle qu'il puise dans le milieu. Encore une définition un petit peu pompeuse, mais qu'est-ce que ça veut dire si on regarde un petit peu? Donc c'est quelque chose, un organisme voilà, qui est capable de survivre dans son milieu et de récupérer des substances, de se nourrir et d'évoluer. Donc qui pense que cette définition est suffisante pour définir la vie? Ok, ouais, très bien. Autre définition, la plus grosse qu'on va voir ce soir, ensemble des phénomènes, croissance, métabolisme, reproduction, qui présentent tous les organismes, animaux ou végétaux de la naissance à la mort. Donc là, cette définition elle est un peu plus complète. On a une définition des phénomènes, croissance, métabolisme, reproduction. Donc c'est un système qui est capable d'évoluer dans le temps. Et on parle d'animaux, de végétaux, de la naissance à la mort. Donc là, il y a vraiment, dans cette définition, il y a vraiment une notion d'évolution. Qui serait plutôt partant pour cette définition pour la vie? Ok. Ah, c'est partagé avec la deuxième. Et enfin, une dernière définition qui est un petit peu différente des autres. Est-ce que la vie, c'est tout simplement la qualité qui différencie les personnes, les animaux et les plantes des objets, des substances et des choses qui sont mortes? Donc, cette définition, elle est assez rigolote, parce qu'elle définit la vie à travers ce qui n'est pas la vie. Donc la vie, c'est tout ce qui est pas mort. Donc, qui pense que cette définition est assez généraliste et représente bien la vie telle qu'on le connaît? Ah, quelques personnes au fond. Ok, donc on va maintenant voir le résultat. Donc tout le monde a gagné, tout le monde a raison. Là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il nous dit? On devrait prendre 4 définitions et en fait elles sont toutes vraies. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc en fait, première définition, c'est René Descartes, donc c'est une définition plutôt philosophique. Deuxième définition, c'est une définition qui nous vient de Wikipédia, voilà, tout simplement, on peut croire ce que Wikipédia dit. Celle-là, c'est celle que je vous ai lue dans le petit Robert, à l'instant.
Et celle-ci, c'est une définition du dictionnaire de Cambridge, donc dictionnaire officiel en Angleterre. Je viens d'Angleterre, donc j'ai un peu puisé dans ces définitions-là aussi. Alors, qu'est-ce que je veux dire en disant que toutes ces définitions sont exactes? Tout simplement, ces définitions de la vie ont besoin d'un contexte. Il y a avoir un contexte philosophique, un contexte chimique, un contexte biologique. La vie, c'est quelque chose de très difficile à décrire, et toutes ces définitions, finalement, se complètent les unes les autres. Il faut un contexte, c'est plus facile de définir la vie dans un contexte global. Alors moi, ce soir, je suis astrophysicien, donc je vais vous définir la vie un petit peu telle qu'on la voit dans le monde de l'astrophysique. Et en astrophysique, on aime bien un peu regarder ce qui se passe autour de nous, hein. On a un regard, on aime faire des expériences et analyser, observer. Et on a un magnifique exemple qui est tout simplement la Terre. Donc sur Terre, la vie elle se présente sous vraiment différents domaines. On a la végétation, forme de vie assez simple, on a les bactéries. Après, on va complexifier un peu les choses. On a ici une petite créature assez intéressante qui s'appelle le tardigrade, qui est vraiment très résistante à différents milieux. On a les pingouins, voilà, les oiseaux, les animaux comme le chien et enfin les êtres humains. Donc on a tout un tas de formes de vie différentes sur Terre. On n'a pas fini encore de l'explorer. Mais toutes ces formes de vie, elles ont un petit peu un point commun, si on regarde en détail. Donc ce point commun, on appelle ça la cellule, c'est un des plus petits constituants de la vie. Cette cellule elle-même, elle est constituée de noyaux, on voit ici. Ces noyaux, ils sont constitués de chromosomes, et ces chromosomes, ils sont constitués, ici, d'ADN. Alors cet ADN, c'est un peu c'est le code génétique. C'est un peu ce qui va dire, bah tiens, vous êtes une girafe, vous êtes un pingouin, et vous êtes un être humain. Cet ADN, si on regarde un petit peu plus en détail sa structure, donc ici, donc vous avez ici la structure de l'ADN en 3 dimensions, cette forme en double hélice bien connue. Et on regarde l'ADN, on voit que c'est constitué de tout plein de petites choses qu'on appelle des atomes et des molécules. Ces atomes, vous avez la liste ici, peut-être que vous connaissez quelques-uns, l'oxygène par exemple, voilà, l'hydrogène, ici c'est l'azote, le carbone et le phosphore. Donc, ces petits constituants, ces petits atomes et molécules, ce sont un petit peu les briques fondamentales de notre ADN. Et on a vu juste avant que l'ADN, c'était le constituant fondamental des cellules, et les cellules, ce sont les constituants fondamentaux de tous les êtres vivants. Donc nous, en astrophysique, on aime bien croire que finalement l'ADN, c'est déjà un premier pas, c'est pas de la vie, ce n'est pas quelque chose de vivant, mais c'est un premier pas vers la vie. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de savoir, tiens, est-ce qu'on aurait de l'ADN et ces petites cellules quelque part autre que sur Terre? Alors, ces petits constituants, moi j'aime bien les comparer à des Lego. J'étais petit, je jouais énormément avec les Lego. Et ces Lego, vous voyez, ils ont différentes couleurs, ils ont différentes formes, il y en a qui sont plus rares à trouver que d'autres. Et bien c'est exactement pareil pour ces constituants principaux de l'ADN. Vous voyez, ils ont différentes couleurs, ils ont différentes formes, différentes tailles. Donc tout au long un peu de cette conférence, je vais utiliser les Lego, les briques de vie, je vais les appeler des fois, pour parler de ces constituants fondamentaux de la vie. Alors maintenant, on a une autre question qui nous vient à l'esprit, mais ces Lego, ces briques de vie, d'où est-ce qu'ils viennent? Pourquoi on les a sur Terre? Pourquoi on les a eu en grande quantité sur notre planète qui a permis de la vie de se développer? Là, je vais citer un grand monsieur, qui s'appelle Hubert Reeves. Comme l'a dit Nicolas, c'est le parrain d'Infini Science. Et un jour, il a dit « Nous sommes des poussières d'étoiles ». Alors qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Nous sommes des poussières d'étoiles. Mais il a voulu tout simplement dire que ces constituants fondamentaux de la vie, ces premières briques de vie, nous proviennent des étoiles. Alors là, on peut se poser la question, donc ça veut dire que pour comprendre l'origine de la Terre, l'origine de la vie sur Terre, il faut un petit peu se tourner la tête vers les étoiles et comprendre déjà l'origine des étoiles, l'origine de notre planète, l'origine de notre système solaire. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir. On va un petit peu explorer, regarder, tourner notre regard vers l'univers, vers les étoiles, et comprendre d'où viennent finalement ces poussières qu'on retrouve sur Terre. Donc voici une étoile. Voilà, tout ce qu'il y a de plus simple, une étoile dans l'espace. Donc c'est une animation que je vais vous montrer. Et on va voir ce qui se passe à la mort de cette étoile. Parce que pour comprendre la vie, il faut aussi un petit peu s'intéresser à la mort.
Donc voici l'image finale un petit peu. Alors ce qu'on a vu, on a vu une étoile en fin de vie exploser, dans ce qu'on appelle une supernova. Et qu'est-ce qui se passe? Donc c'est un phénomène très très lumineux, c'est un cataclysme de l'espace. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On aperçoit qu'on a tout un tas de gaz, ces étoiles sont composées de gaz. Et lors de sa mort, le gaz va se répandre violemment dans tout l'espace. Qu'est-ce qu'on voit tout d'abord? C'est déjà ce gaz, il a des couleurs un peu différentes, un petit peu comme nos Lego qu'on a vus à l'instant. Donc c'est déjà un petit signe, tiens, peut-être que nos Lego, finalement, oui, il vient bien des poussières d'étoiles. On a des Lego de couleurs différentes. Et cette étoile, donc on la voit propulser, ensemencer l'espace de ces Lego. Donc ça, c'est des choses qu'on voit très très bien. Je vous montre ici un autre exemple. Donc c'est une étoile au centre, celle-ci ne va pas exploser violemment comme on vient de le voir, elle va petit à petit s'éteindre, mais avant de s'éteindre, elle va éjecter sa matière dans l'espace. Et c'est ce qu'on a vu, on l'a pu l'observer réellement en direct. On voit cette étoile donc, qui éjecte sa matière petit à petit, on avance dans le temps, ici vous avez la date. Et donc vous voyez, ça va très vite, c'est mai, septembre, octobre, etc. Et on la voit petit à petit. Donc c'est un phénomène qui est de moins en moins lumineux, un petit peu, comme on le voit dans l'explosion de l'autre étoile avant. Et donc vous voyez, en 2 ans à peu près, cette étoile a propulsé sa matière dans l'espace. Donc vous avez un autre exemple ici, vous l'avez, c'est d'ailleurs le fond un petit peu ici de ce panneau Infiniscience. C'est une région où les étoiles vont se former. Et ces régions, on les appelle donc des nébuleuses. Donc ici, vous avez une nébuleuse qui s'appelle Westerlund 2. Et donc on voit toujours ce gaz ici qui se répand dans l'univers, dans l'espace. Et il a des couleurs différentes, donc c'est un signe encore une fois de ces différentes briques de vie. Et au centre, donc comme je l'ai dit, vous avez des jeunes étoiles qui vont se former. Donc à partir de cet ancien gaz, à partir de ce gaz qui a explosé il y a quelques temps, on va former une nouvelle génération d'étoiles. Donc c'est un peu le cycle de la vie et de la mort, qui a aussi effet dans l'espace. Donc ces jeunes étoiles, ces régions, on les appelle les pouponnières d'étoiles, parce que c'est vraiment les régions où les étoiles naissent. Et on le voit ici, magnifique photo de la nébuleuse de l'Aigle. Ici, c'est ce qu'on appelle les piliers de la création, une magnifique image par le télescope spatial Hubble. Et on voit encore une fois ces couleurs différentes qui sont signes de ces briques de vie différentes. Et on voit les jeunes étoiles qui sont formées autour. Encore un exemple ici, moins spectaculaire, je vous l'accorde. On a une jeune étoile qui se forme ici, ici et ici par exemple, également ici. Et là vous me dites, bon d'accord, maintenant les étoiles on a compris, elles vivent, elles meurent, l'ancienne génération forme une nouvelle, mais on est encore loin de la Terre et de la vie sur Terre. Peut-être pas si loin que ça. On va plonger un petit peu dans cette étoile, on va un peu explorer cette étoile. On se rapproche petit à petit. Et donc cette image, c'est une image qu'on a obtenue par l'observatoire ALMA, situé au Chili. C'est une image assez récente. Qu'est-ce qu'on y voit? Vous avez la jeune étoile ici au centre, qui n'est pas tout à fait une étoile encore, qui est juste du gaz très très chaud, très très dense, ça va bientôt être une étoile. Et on a toute cette poussière autour, cette poussière d'étoiles justement, et on a des espèces de zones sombres ici, comme des trous, on appelle ça des gaps, c'est vraiment des trous formés, mais formés par quoi finalement? Quand on compare un peu à notre système solaire, ici, on s'aperçoit en fait que ça a à peu près la taille du système solaire. Et donc on sait que ces trous, finalement, ce sont des planètes en train de se former. Des planètes comme la Terre, des planètes comme Mars, des planètes comme Jupiter, Saturne, etc. Alors on ne peut pas les voir directement, ces planètes, parce qu'elles sont bien sûr pas assez lumineuses. Elles sont un petit peu enfouies sous toute cette poussière. Mais on voit les trous qu'elles laissent, parce qu'elles tournent autour de cette étoile, et elles absorbent toute la poussière d'étoile qui est en gravitation autour. Donc je vais vous montrer encore une petite vidéo, comment on passe de ça à ça, ça peut être un peu... parce que là, ici, finalement, on n'a pas encore tout à fait une étoile, on a plein de poussière, comment on arrive à ici? Donc ici, c'est une petite animation pour vous montrer un petit peu la formation de notre système solaire. Donc vous avez là toute cette poussière d'étoiles. Elle va se condenser avec le temps, un petit peu cette danse stellaire. L'étoile s'allume, voilà. Ce qui n'était pas une étoile en est une maintenant. Et les planètes petit à petit se forment.
ramassent toute cette poussière au cours de leur formation. Et on a le système solaire tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec Jupiter, Saturne et les autres planètes. Donc ça, c'est une vue un petit peu d'artiste que l'on a voilà, des systèmes en formation. On a cette jeune étoile qui est en train de naître et ces planètes qui gravitent ici et là et qui récupèrent toute cette poussière. Bon, alors là, on avance un petit peu. On a vu l'étoile, elle se forme. Là, on a quasiment une planète Terre. Mais est-ce qu'on a vraiment une Terre? Donc on va un petit peu zoomer là-dessus. Voilà, on va prendre notre petite loupe de chercheurs et on va s'approcher. Donc ça, c'est un peu le système solaire il y a 4,5 milliards d'années à peu près. La Terre, on peut l'imaginer ici, une grosse boule de magma, de lave en fusion, assez chaotique. On a plein d'autres petits objets, ce ne sont plus vraiment des poussières. Avec le temps, c'est devenu des météorites, c'est devenu des comètes. Et elles vont venir s'écraser sur cette boule qu'est la Terre, petit à petit. Donc c'est vraiment un truc, voilà, c'est cataclysmique, ça dure pendant plusieurs millions d'années, plusieurs centaines de millions d'années. La Terre sera une grosse boule de feu. Donc si vous étiez à la surface de la Terre au niveau de Clermont-Ferrand à cette époque, ça ressemblerait à peu près à ça. Voilà, je pense pas trop me tromper. On peut dire que là c'était le Puy-de-Dôme, etc. Donc c'est pas très très joli, on n'a pas trop envie. L'atmosphère est très toxique, c'est pas très agréable pour la vie. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire de ça? On veut la vie là-dessus. Donc on va regarder un peu ce qui se passe ici. Je l'ai dit, cette planète elle est bombardée par des météorites et des comètes. On en a 3 ici. On va un petit peu se rapprocher, on essaie de comprendre si ces comètes et ces météorites, elles ont pu jouer un rôle à un moment dans l'histoire de la Terre pour l'apparition de la vie, pour permettre l'apparition de la vie sur notre planète. Donc on va s'intéresser un petit peu à ces comètes. Donc en recherche, quand on s'intéresse à quelque chose en général, soit on fait une expérience, soit on envoie une sonde spatiale, explorer un petit peu les choses. Donc ces comètes, aujourd'hui, il nous en reste dans le système solaire. On les voit, plusieurs comètes. Il y a la comète Halley, comète Hale-Bopp, qui passe récemment souvent dans le système solaire. On peut les voir des fois à l'œil nu ou avec des jumelles. Et ces comètes, actuellement, elles sont un petit peu le visage, elles sont le reflet des comètes dans le passé. Donc pour comprendre le passé, on étudie les comètes d'aujourd'hui. Voici une comète aujourd'hui. Elle s'appelle 67P Churyumov-Gerasimenko, on va l'appeler Chury. Et on se rapproche, on envoie une sonde qui s'appelle Rosetta, et on s'approche petit à petit de cette comète. Le son que vous entendez, normalement vous ne pouvez pas l'entendre. On a un peu bidouillé les fréquences pour qu'elles soient audibles par l'oreille humaine. Donc je vous laisse un petit peu apprécier ce son. Donc c'est produit par la comète, hein, vraiment. On se rapproche petit à petit, la sonde se rapproche. Voilà, on voit cette comète qui tourne autour d'elle-même. Des sons vraiment très, très différents, très bizarres. Et ce son, finalement, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend un peu tout sur la comète. Hein. Il nous permet, pas tout en entier, on a besoin d'autres instruments, évidemment, mais rien qu'avec ce son, on arrive à comprendre un petit peu la composition de quoi cette comète elle est faite. Alors, on se rapproche très très près, voilà, le petit film. Donc cette comète, déjà, je vais vous un peu la décrire. Oups, pardon, tant pour moi. Donc cette comète... Voilà, ça c'est la taille de cette comète. Donc là c'est Los Angeles. Là vous avez un petit Boeing 747 hein, qui pourrait passer à côté. Donc elle fait à peu près 4 km de haut. Donc c'est à peu près le Mont Blanc. En gros, c'est le Mont Blanc. On est parti explorer le Mont Blanc dans l'espace. Et donc voilà, c'est un peu ce genre d'objets qui sont tombés sur Terre il y a 5 milliards d'années. Donc je vous imagine l'impact assez violent. Et ces comètes finalement, qu'est-ce que c'est? Ces comètes c'est tout simplement une grosse boule de glace. Voilà, c'est pas une boule, c'est une patatoïde de glace. Et ça, on le sait très bien parce qu'on le voit. Cette comète, lorsqu'elle se rapproche petit à petit du Soleil, la glace va fondre et elle va s'évaporer dans l'espace. Et on va voir donc ces espèces de geysers qui vont se former. C'est très brillant, parce que justement, c'est de la glace d'eau, donc ça va vraiment illuminer ces caméras. Et on voit ici en bas, par exemple, l'apparition de geysers. Voilà, lorsque la comète tourne et se met face au Soleil, cette glace va vraiment fondre. Donc on a souvent cette vue ici des comètes lorsqu'elles sont proches de la Terre. C'est la comète Hale-Bopp en 1997. Voilà, et tout ce blanc ici, c'est finalement toute cette eau, aussi un peu de poussière hein, qui part en même temps de la comète. Donc on sait que les comètes, déjà, petit 1, elles sont constituées d'eau. Ça c'est une autre vue de la comète Chury. Voilà, c'est très très proche, hein, c'est avant que la sonde Rosetta s'écrase. On a l'impression qu'on a pris la photo à la surface de cette comète.
Et on s'aperçoit également qu'il n'y a pas que de l'eau, il y a quand même plein mal de roches un peu partout sur cette comète. Et ces roches, on a voulu un peu les analyser, les étudier, les comprendre. Ça, c'est une autre vue, c'est une animation. Alors, c'est plusieurs photos. Qu'est-ce que vous voyez là-dessus, finalement? Vous avez ici l'espace. Donc, vous avez les étoiles, les petits points que vous voyez. Ici, c'est l'étoile. Vous avez même un amas d'étoiles ici qui passe très rapidement. Et on voyait toute cette espèce de brouillard, de neige un petit peu à un fond. Enfin, vous pouvez vous dire, bon, bah, c'est peut-être la caméra qui est mal calibrée, tout ça. Non, non, pas du tout. C'est vraiment de la poussière. C'est la poussière qui survole la comète, parce qu'elle est chauffée par le soleil. Et du coup, ça va faire un brassage, ça va mixer un peu toutes ces roches à la surface. Et on a cette poussière qui va se soulever. Donc on a voulu analyser cette poussière, savoir de quoi elle était faite. Et donc la petite sonde Rosetta, qui est là, elle a envoyé un petit objet se poser, qui s'appelle Philae, voilà, ici. Donc ça, c'était ce qui était prévu. C'est pas vraiment ce qui s'est passé. Finalement, la petite sonde Philae, elle s'est un peu écrasée dans une crevasse à moitié à cheval. On a vu une photo d'ailleurs. La petite patte de la sonde Philae, elle est là. C'est un peu à moitié dans une crevasse, elle était un peu penchée. Mais bon, c'est quand même, elle s'est posée. Et elle a pu, avec ses instruments, analyser la surface de la comète. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé à la surface de cette comète? Figurez-vous, elle a trouvé ces briques de vie. Ces briques de vie qui étaient maintenant... Alors, c'est des briques un petit peu plus évoluées quand même. C'est des plus gros Lego. Là, on a déjà assemblé quelques Lego entre eux. Et on a des choses plus complexes que ce qu'on voyait au début dans les étoiles, etc. Et pour rappel, ces comètes, elles sont tombées sur la planète Terre. Il y a plusieurs milliards d'années, on le sait, en faisant des fouilles géologiques, on sait que ces comètes sont tombées sur Terre. Et donc si on fait un peu le bilan de ce qu'elles ont pu apporter de l'eau, donc qui était gelée à leur surface, mais bien sûr en s'écrasant sur cette boule de feu, elle est devenue liquide. Et elles ont pu apporter ces premières briques de vie. Mais déjà, c'est quand même quelque chose d'important. Je rappelle, quand la Terre s'est formée, c'était une boule de feu, un petit peu hostile, mais avec toutes ces comètes et ces météorites qui tombent, on arrive finalement à avoir de l'eau liquide et les premières briques de vie. Et on arrive finalement, au bout d'un certain temps, à former les premiers océans primitifs de la Terre. On va laisser à peu près 1 milliard d'années se passer. On va attendre que la Terre se refroidisse, que les volcans se calment un petit peu, et on va avoir un petit peu cette vue de la Terre. On a les premiers océans, ici, on a les volcans voilà, qui sont maintenant un petit peu calmés, on a les premières plantes qui apparaissent sur notre planète, grâce au brassage de ces molécules, de ces premières briques de vie dans ces océans primitifs. Et on va s'intéresser un petit peu à ces drôles d'objets ici, qu'on appelle des stromatolites. Alors, ces stromatolites, qu'est-ce que c'est si on regarde un petit peu? On en a toujours aujourd'hui sur Terre. Voilà, ce sont des stromatolites dans la baie de Shark en Australie. Ce sont des stromatolites contemporains. Et de quoi ils sont faits ces stromatolites? Et ce sont tout simplement des couches successives, un mélange des premières bactéries primitives de la Terre, mélangées à de la boue, qui forment en fait des sédiments petit à petit. Et ces sédiments, ils vont s'agglutiner entre eux à raison de 1 mm par an. Et c'est comme ça que vous formez ces espèces de tas de stromatolites un petit peu fossilisés, qui sont en réalité, ceci est un être vivant. Et c'est le premier être vivant de la Terre. Et cet être vivant, il a été très important dans l'évolution de la vie sur notre planète, parce que c'est grâce à ça qu'on a eu de l'oxygène dans notre atmosphère. Ils ont converti cette première atmosphère très toxique pour tous les êtres vivants en de l'oxygène. Donc, dites merci aux stromatolites, c'est l'air que vous respirez aujourd'hui. Donc comment on sait qu'il y a eu ces machins, ces stromatolites, il y a de cela 3,5 milliards d'années? On le sait parce qu'on le voit. Voilà, donc ça c'est une roche qui date de 3,5 milliards d'années, et on voit ces couches successives de stromatolites, voilà, à raison de 1 mm par an, petit à petit, on fait ces petites bactéries. Donc là on a des petites bactéries. Donc c'est déjà plus de l'ADN, c'est déjà une première forme de vie, c'est une cellule assez simple, ce sont des bactéries. Ok, donc de ça on est passé aux êtres humains. On est passé par quelques étapes, passé par cette étape-là, voilà, c'est pas très joli, mais pourquoi pas. Et donc ça, on a fait un bond de 3 milliards d'années. Donc la Terre, elle s'est formée il y a 4,5 milliards d'années. Premier stromatolite, premier un peu être vivant, 3,5 milliards d'années. Et là, on a fait un bond de 3 milliards d'années. C'est-à-dire pendant 3 milliards d'années, la seule chose qu'il y avait sur Terre, c'était ça. Et ça, c'est il y a 600 millions d'années à peu près. On appelle ça un trilobite. C'est une sorte d'insecte de la mer.
Aujourd'hui, c'est une espèce disparue, elle n'a pas survécu aux cataclysmes qui sont arrivés sur Terre plus tard. Et donc, vous voyez, c'est pas très grand, ça fait quelques centimètres, ça a traîné sur le fond rocheux de la mer, et ça a absorbé les minéraux, les petites plantes, les petites algues qu'il y avait sur le fond rocheux. En même temps que ces petits trilobites, on a eu aussi les méduses qui sont apparues sur Terre, qui sont une espèce très très vieille. C'est l'espèce la plus ancienne sur notre planète, qui est encore en vie aujourd'hui, les méduses. Si on considère que ça c'est pas quand même très vivant. Et donc ça, c'est une image de la Terre dans l'ère qu'on appelle le Cambrien. Donc c'est la première ère, c'est une ère de la Terre où la vie a explosé sur notre planète. Alors on a eu donc ces petits trilobites qui sont sur le fond de la mer, on a ces méduses qui apparaissent et bien sûr c'est toujours ces petites algues qui vont être à la base un peu de la chaîne alimentaire de ces espèces. Donc maintenant on va accélérer un peu les choses, on a compris un peu ce qui se passe, on a nos stromatolites ici, un peu dans le cycle de la Terre, ces petits stromatolites, et on a ces trilobites qui apparaissent bien plus tard. Ensuite ça se passe un petit peu, ça va un peu se complexifier en différents crustacés. Les poissons ils en ont marre de l'eau, ils vont aller sur Terre. Ils vont former les premières espèces de lézards, les libellules vont apparaître, les premiers êtres vivants ailés, capables de voler. Ensuite, bien sûr, à partir des reptiles, les dinosaures, qui vont évoluer petit à petit, une espèce qui va dominer la Terre pendant près de 200 millions d'années. Et à la fin, les dinosaures, les mammifères, etc., et les êtres humains. Un peu après, ce qui rentre en compte, c'est vraiment l'évolution, le principe d'évolution de la vie sur Terre. La vie s'est installée et on a besoin juste de la faire évoluer. Finalement, on touche ce chemin pour arriver à ça. Donc Clermont-Ferrand, je vous présente. Donc, tout à l'heure, je vous présentais une vue de Clermont-Ferrand il y a 4,5 milliards d'années. Là, je vous présente la vue de Clermont-Ferrand aujourd'hui. On a toujours le Puy-de-Dôme, qui a peut-être joué dans son passé un rôle important dans l'apparition de la vie sur notre planète. Alors, petit résumé un peu de tout ça. On a parlé un peu de l'origine de la vie sur notre Terre. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça, finalement ? Qu'est-ce qui ont été dans le passé de la Terre les événements importants ou les ingrédients essentiels un petit peu à cette cuisine, à cette soupe qui a créé la vie ? Alors on va donner toute cette cuisine, toute recette à différents ingrédients. Et moi ce soir je vais vous donner une règle assez simple, que j'appelle la règle des 3 E. Alors on va voir ce que c'est. Premier E, les éléments. Ça a été très important dans le passé de la Terre. Il a fallu ces premières briques de vie, ici on le voit. Donc ça c'est une protéine. La protéine, vous en mangez tous les jours. Vous voyez, ces briques de vie, elles sont devenues maintenant très complexes. On a différentes couleurs, toujours différentes formes. Et on les a bien assemblées, ces Legos, pour former de la vie. Donc c'est le premier E, il nous faut des éléments qui ont dans le passé de la Terre pu être apportés par les comètes par exemple. Il nous faut de l'eau liquide, ou de l'eau en général, mais liquide c'est quand même un peu mieux. On l'a vu ici, pareil, l'eau a joué un rôle essentiel dans le mixage. Les premières formes de vie sont apparues dans les océans. Et les océans sont restés pendant très longtemps le seul milieu dans lequel la vie s'est développée. L'eau a des propriétés chimiques et biochimiques incroyables qui font que le mixage de ces Legos va être plus simple et va être accessible dans ce milieu. Alors tout ça, c'est pas possible quand vous avez, sans un troisième ingrédient, quand vous faites de la cuisine, en général vous mettez les choses sur le feu, donc vous avez besoin d'énergie. Vous avez ici le soleil, qui a pu apporter son énergie. Bien sûr, le soleil, tous les jours, il nous baigne de sa lumière. Cette lumière, elle est utilisée par les plantes, par exemple, pour faire la photosynthèse, etc. Et donc, l'énergie solaire est très importante. Vous avez Raymond Piccoli qui est venu faire une conférence Infiniscience il n'y a pas très longtemps. Et il vous a présenté les phénomènes orageux, pour ceux qui étaient là. Et vous avez pu sans doute constater que les phénomènes orageux sont des phénomènes très violents. Ils apportent beaucoup d'énergie aussi, par exemple aux océans et aux autres milieux sur Terre. Ils ont joué un rôle, sûrement dans le passé, pour l'apparition de la vie sur notre planète. Et enfin, les volcans, on a vu, c'est une source d'énergie un peu exceptionnelle, un peu remarquable. La Terre, au début, c'était vraiment une boule de feu en lave, une boule de lave en feu, pardon. Et vous avez tout ce magma qui a apporté de l'énergie, de la température à notre planète. Donc retenez cette règle des 3 E, elle va nous suivre un petit peu dans notre exploration de l'univers, de l'espace. Ce sont les ingrédients essentiels. Alors ce ne sont pas tous les ingrédients nécessaires à la formation de la vie, c'est une recette un peu incomplète, la vie pour le moment. Il y a eu des étapes essentielles, et ces étapes-là, ces ingrédients-là sont essentiels aujourd'hui à l'apparition de la vie sur notre planète telle qu'on la connaît. Donc, je vous présente un petit peu cette image finale, j'aime bien, c'est un mural, c'est une peinture au NASA Space Center en Californie.
Et sur ce mural, on voit un petit peu tout ce qu'on vient de dire, ça résume un petit peu tout ce qu'on vient de dire. On a eu cette terre donc, qui est apparue, qui était très volcanique, avec les éclairs, vous voyez, qui jouent un rôle, ce soleil qui va baigner de sa lumière les océans. Vous avez ces premières briques de vie ici, donc les atomes, des molécules, mais ce sont ces petits Legos qui vont se complexifier avec le temps, former l'ADN, les premières bactéries. On retrouve ici nos petits stromatolites qui ont dominé la Terre pendant plusieurs milliards d'années. Et finalement, ces petits stromatolites vont devenir des bactéries de plus en plus complexes et les premiers êtres vivants jusqu'à nous aujourd'hui qui regardons le ciel et les étoiles pour comprendre notre passé et notre futur. Donc là, on a vu, c'est le schéma un petit peu sur Terre. On a vu ici cette petite observatoire, il regarde vers les étoiles. On essaye maintenant aujourd'hui de comprendre si cette vie a pu se développer ou va pouvoir se développer dans d'autres endroits que sur notre Terre. Pourquoi serait-on finalement la seule exception ? Non, on va explorer un petit peu notre espace alentour, et on va commencer par nos voisins. Quitte à regarder ailleurs, autant regarder à côté d'abord. Donc ici, je vous présente un peu notre système solaire. On a le Soleil ici, donc c'est à l'échelle. Le Soleil ici, donc, qui est monstrueux. On a Mercure, Vénus, Terre et Mars, donc c'est à l'échelle pour la taille des planètes. Les distances ne sont pas respectées. Mercure, Vénus, Terre, Mars. Mars ici, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, donc les géantes gazeuses, ces planètes immenses, avec Uranus, Neptune, les géantes glacées. Et on a aussi des petites planètes naines maintenant, voilà, des petits corps qui sont un petit peu coincés entre tout ça. Et quitte à regarder autour de nous, autant regarder chez notre voisin. Et notre voisin le plus proche, c'est Mars. Donc voici la planète Mars. C'est une image en vraie couleur. Ce sont les véritables couleurs de la planète Mars. Toute autre couleur que vous ne verrez ne sera pas réelle. Cette image a été prise par la sonde Rosetta, donc on a vu tout à l'heure, qui a atterri sur cette comète. Elle est passée très très proche de la planète Mars, elle a utilisé la planète Mars pour accélérer. Et donc voilà, la planète Mars, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On s'aperçoit finalement que c'est quelque chose d'assez compliqué, c'est pas juste une boule rouge, qu'on appelle la planète rouge, cette couleur bien distinctive. Elle a des pôles, pôle nord, pôle sud. Et on va s'intéresser un petit peu à cette planète. C'est une planète qui a toujours fait rêver un petit peu l'humanité parce qu'on se demande, est-ce que finalement ça a été notre sœur jumelle à l'époque ? Donc comparaison entre les deux jumeaux. La Terre ici, une planète bien bleue, et Mars, beaucoup plus petite finalement. Donc ici vous voyez un petit peu ça vous donne un ordre d'idée des tailles de ces deux objets. Et on voit finalement la Terre elle a des nuages. Est-ce que ça ce serait pas aussi un nuage et ça un petit peu aussi un nuage? Ça c'est la glace, c'est le pôle sud. Ce serait pas un nuage sur la planète Mars? Alors Mars c'est effectivement une atmosphère, un peu comme la Terre. Elle est beaucoup plus fine, elle est 200 fois moins importante que sur Terre. La pression y est beaucoup plus faible. Et on s'aperçoit finalement cette atmosphère elle est active. C'est une planète encore vivante, elle n'est pas morte. Ici c'est une photo en 2001, en été. Et vous voyez que la planète elle est assez claire, un beau temps. Si on était météorologiste, on dirait très beau temps sur la planète Mars. Mais venu dans les prochains mois d'une tempête planétaire, globale à la planète, ou tempête de poussière, donc pas terrible pour aller en vacances. Mais voilà, donc cette atmosphère qui joue un rôle très important dans la circulation un petit peu de la planète. Donc cette atmosphère, on l'a très bien vue. Donc ça, c'est une photo des années 70, une sonde qui s'appelle Viking. Donc là, les couleurs sont bien exagérées pour bien voir la poussière à travers cette atmosphère. Et donc on s'aperçoit ici de l'épaisseur de l'atmosphère de la planète Mars. Donc cette atmosphère, elle existe bel et bien. Et donc ça, c'est deux autres petites images, des animations. Celle-ci nous provient de la sonde Phoenix, et ici du rover Opportunity, qui ont pointé leur caméra vers le ciel. Et ils ont réussi à capter ces nuages. Voilà, ce sont des nuages exactement les mêmes qu'on a sur Terre. Ce sont des nuages d'eau dans l'atmosphère de Mars. Donc déjà, on sait que l'atmosphère de Mars contient un petit peu d'eau, très très peu comparé à la Terre, mais suffisamment pour former ces petits nuages. Donc, finalement, voilà, cette atmosphère, je vous présente une tornade sur la planète Mars, qui évolue. Donc là, vous avez 10 minutes qui s'écoulent entre ce point-là et ce point-là. Et ces tornades, donc, elles permettent aussi vraiment la circulation de l'atmosphère de la planète. Maintenant, voilà, je vous ai présenté un peu la planète Mars. On voit qu'elle a quand même des similitudes avec notre Terre. Mais à quel point ces deux planètes se ressemblent? Alors, je vais vous demander, vous allez m'aider, vous allez participer, encore une fois. Si je pouvais avoir la lumière, s'il vous plaît. Je vais vous présenter des images, et vous allez me dire si vous pensez que cette image nous provient de Mars, ou si cette image nous provient de la Terre. Alors,
première image. Alors, qui pour Terre? Ok. Qui pour Mars? Ok. Alors, je vous préviens, il y a vraiment les deux. Hein. Je ne vais pas faire un piège genre, ah bah il a mis que Mars. Non, non, il y a vraiment les deux. Et donc là, la réponse, c'est Mars. Ceci est une image de Mars qui nous vient de la sonde qui s'appelle Mars Reconnaissance Orbiter, qui est le plus puissant. Il y a beaucoup de satellites qui ont analysé la planète Mars au fil du temps, mais ça, c'est vraiment le plus puissant. Il nous donne des images de très haute qualité, qui sont de la même qualité que les images qu'on a de la Terre aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai fait un petit peu ce petit quiz. Et donc ce que vous voyez, c'est du sable à la surface de Mars, et un sable tout à fait identique à celui qu'on a sur Terre, qui est forgé par cette atmosphère. C'est pour ça que je vous ai présenté un peu cette atmosphère un petit peu avant. Elles sont forgées par ces tornades, par ces vents, qui vont vraiment dessiner sur cette planète le sable. Autre image, qui pour la Terre? Qui pour Mars? Ok. Encore une fois, c'est Mars. Donc c'est du sable. Alors cette fois-ci, c'est du sable noir. Et c'est le petit blanc que vous voyez ici, en fait, c'est de la glace. On est en hiver sur Mars, on est un petit peu proche du pôle Nord. Donc il y a de la glace qui se forme à la surface de la planète. C'est une glace un peu différente, c'est pas de l'eau, c'est du dioxyde de carbone. Mais tant bien même, ça reste la planète Mars. On reviendra un petit peu sur ce sable noir. Retenez-le un petit peu, j'en parlerai tout à l'heure. Autre image. Terre ou Mars? Terre, d'abord. Ok. Et Mars? Ok. Ah, c'est bel et bien la Terre. Bon, je suis pas gentil, je vous ai mis une photo rouge, donc ça fait penser à la planète Mars. Mais c'est bel et bien la Terre. C'est une photo en Australie, du désert australien, tout simplement. Alors il y avait un petit indice pour les... il y a une route là. Faut avoir l'œil. Allez, une autre. C'est l'avant-dernière. Terre ou Mars? Alors Terre. Moins en moins de votants avec le temps. Mars. Ok, ah, ça va. Là, on commence à trouver les chercheurs de Mars. Donc c'est bel et bien Mars. Donc là, c'est une image qui est quasiment prise au pôle Nord. Et c'est un peu pareil que l'image d'avant. Vous avez ce sable noir. Donc vous voyez les stries formées par cette atmosphère, donc le vent, comme sur Terre. Et ici, en fait, c'est de la glace. Et ce que vous voyez ici, ces magnifiques arabesques, ce sont les tourbillons créés par ces tornades à la surface qui vont se former et qui vont chasser cette glace et laisser apparente la poussière à la surface de la planète. Allez, dernière image. Terre. Mars. Ok. Alors là, c'est la Terre, encore une fois. C'est le Grand Canyon. C'est le Grand Canyon aux États-Unis. On le voit ici, il y a un petit peu d'eau, voilà, et c'est le Grand Canyon. Alors ça, c'est des images qui, en fait, en réalité, j'aurais pu prendre une image qui est tout à fait similaire à la surface de la planète Mars. Il y a aussi des canyons un petit peu à la surface de Mars. Donc bravo, merci d'avoir participé à ce quiz. Merci pour la lumière. Et donc, je vais vous montrer une dernière image. Donc ça, c'est Mars. C'est un cratère qui s'appelle Victoria. C'est un petit cratère plutôt à la surface de la planète. Et on y a envoyé une sonde qui s'appelle Opportunity, qui est ici. On va zoomer un petit peu. Voilà, donc c'est pour vous montrer la puissance des caméras dans l'espace autour de Mars. Donc on arrive à avoir une petite sonde. Alors la sonde, elle est grande comme ça. À peu près. On arrive à voir ça depuis l'espace à la surface de Mars. On voit même les traces du rover qui se déplace. Alors ce petit rover, pourquoi on l'a envoyé? Alors il est là déjà, d'abord. Il s'appelle Opportunity. Il avait un jumeau qui s'appelait Spirit. Et il est toujours en fonction, ce petit rover. Il a été envoyé en 2004. Il a atterri en 2004 sur la planète Mars. Il est toujours en fonction. Ça fait 14 ans qu'il fonctionne à la surface de la planète, grâce à ces petits panneaux solaires ici. À la base, sa durée de vie, ça devait être 90 jours, 1 mois et demi. Donc il a explosé son record. Et son but, c'était de comprendre, de se déplacer à la surface de la planète et d'essayer de comprendre si elle a été autrefois habitable. C'est-à-dire si, finalement, il y a eu aussi à l'époque, à la surface de Mars, tous ces ingrédients de la vie que l'on a vus sur Terre. Donc il s'est déplacé, il a fait 45 km à la surface de Mars, à raison de quelques mètres par jour. Donc il est courageux.
Et il nous a donné cette photo magnifique de ce cratère que je vous ai montré auparavant depuis vue de l'espace. Donc là, c'est vu depuis un petit peu une corniche. Il s'est déplacé très très proche, hein, un petit peu risqué, mais il a fait ce magnifique paysage, je vous laisse apprécier. C'est un véritable paysage martien en vraie couleur. Donc là, c'est Mars, comme si vous y étiez. Donc là, vous êtes assis voilà, sur le bord de votre cratère, et vous regardez un petit peu voilà, ce paysage qui s'offre à vous. Encore une fois, ce sont des vraies images, des vraies couleurs. Et il a analysé un petit peu voilà, toutes ces roches ici, il a fait le tour, hein, il n'est pas descendu, et il a essayé de comprendre un peu ce qu'il y avait à la surface de cette planète. Il nous a donné cette image, c'est un affleurement au bord du cratère, et il a analysé un petit peu les roches qu'il y avait tout aux alentours. Et qu'est-ce qu'il s'est aperçu en approchant très très proche ses caméras? Il a un petit peu zoomé, un petit peu surtout dans cette région-là et cette région-ci, et il a trouvé ceci. Des petites boules, qui font à peu près la taille d'une myrtille. Et ces petites boules, de quoi elles sont constituées? Elles sont principalement constituées de minéraux. Et ces petites boules sur Terre, on les a, mais uniquement dans des zones où l'eau est très abondante, et surtout l'eau est abondante à l'état liquide. C'est impossible de former ça sur Terre, dans des zones où il n'y a pas d'eau liquide. Donc première preuve qu'à la surface de la planète Mars, grâce à ce petit rocher, à ces petites boules ici qui font quelques millimètres, quelques centimètres, de la preuve de l'eau liquide passée à la surface de la planète Mars. Maintenant, des preuves comme ça, on en a plein maintenant. Si on regarde un petit peu, on retourne un petit peu dans l'espace, on a une autre photo de la planète Mars. Et ici, on a un champ à peu près de 10 km par 10 km. Et on a ces zones un petit peu striées, etc. Et ça vous fait peut-être rappeler quelque chose. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Voilà, si je vous montre ça. Donc ça, c'est un delta de Lena en Russie, et on a exactement le même genre de structure à la surface de la planète Mars. Et ben, c'est exactement ce que c'était. Ici, ce que vous voyez, c'est un ancien delta d'eau liquide à la surface de la planète. Donc là, on commence à sentir, on se dit, bon ok, il y a de l'eau liquide, il y a peut-être eu de l'eau liquide à la surface de Mars il y a ça quelques milliards d'années. On a envoyé un autre rover, plus performant, plus puissant, celui-ci fait la taille d'une petite voiture, il s'appelle Curiosity, il a été envoyé par la NASA, il est célèbre pour ses selfies, voilà, il s'auto-photographie sur la planète Mars. Voilà, les couleurs sont un petit peu trafiquées pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Elles ressemblent beaucoup à la Terre, elles sont un petit peu plus rouges normalement. Et ce petit rover, lui, il va plus loin. Il essaye de comprendre vraiment si l'eau a été quelque chose d'abondant à la surface de la planète, et si finalement il y a eu autre chose que de l'eau aussi sur Mars. Il nous a donné ce paysage, un magnifique paysage. Donc encore une fois, c'est un petit peu plus bleu. On exagère le bleu exprès pour essayer de comparer avec notre planète. Et on voit un peu ces roches ici au premier plan, un petit peu fracturées ici. On a l'impression que dans le passé, finalement, ça c'était rattaché à l'autre partie, que ici, ça et ça, c'était collé. On se demande un peu ce que c'était. Finalement, sur Terre, on a un exemple parfait de ces formations rocheuses. Ici, ce que je vous montre, c'est la mer d'Aral, encore une fois en Russie. C'est une mer qui a disparu à cause de l'activité humaine. Il y a 50 ans encore, ici, il y avait une mer profonde de plus de 50 mètres. Et maintenant, l'eau a disparu. Et on s'aperçoit qu'on a, pareil, ces espèces de petites fragmentations, de petits déchirements de la boue, des sédiments qui étaient au fond de cette mer. Ce que vous voyez ici à la surface de Mars, c'est exactement la même chose, sauf qu'avec le temps, cette terre, cette boue s'est transformée en roche. Donc ce que vous voyez là, toute cette zone ici que vous voyez, c'est un ancien lac martien. C'est un lac immense, d'eau liquide, à la surface de Mars. Donc maintenant c'est avéré, c'est une chose que l'on sait, il y a plusieurs milliards d'années, il y a quelques temps, la planète Mars avait de l'eau liquide à sa surface. Alors est-ce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui encore vrai? Est-ce que la planète Mars est capable d'avoir encore de l'eau liquide à sa surface? Donc si on regarde, ici on a encore une image de Mars, et ici c'est ce qu'on a mesuré avec le temps. On a ces espèces d'écoulements, et ces écoulements, c'est de l'eau, mais c'est de l'eau un peu bizarre, on appelle ça du saumâtre, de l'eau saumâtre, du saumur, pardon. C'est de l'eau extrêmement salée. Elle est complètement saturée en sel. Et c'est ce qui lui permet de couler, de savoir cette espèce d'écoulement à la surface de la planète avec le temps. Donc là, c'est parce que tout simplement, on passe de l'hiver à l'été, et du coup, cette eau va se recondenser à la surface de la planète et elle va couler.
Mais vous voyez qu'elle disparaît très très vite, cette eau. Elle ne reste pas parce que malheureusement, l'atmosphère de Mars ne permet pas à cette eau de rester à l'état liquide. Mais qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que peut-être, sous la surface de la planète, comme un peu chez nous, on a des nappes phréatiques qui contiennent énormément d'eau. S'il y avait de l'eau à l'état liquide à la surface de Mars il y a plusieurs milliards d'années, peut-être qu'il y en a encore dans le sous-sol de la planète. Et finalement, je vous montre une image, une petite animation de la planète Mars, comme on peut l'imaginer il y a plusieurs milliards d'années. Un peu la distribution des océans et des mers sur la planète. Donc il y avait vraiment énormément d'eau à la surface de Mars. Donc premier élément, on a vu les 3 E, rappelez-vous les 3 E, on avait énergie, élément et eau liquide. Donc là on avait de l'eau liquide à la surface de Mars. Bon, continuons notre exploration. On a encore 2 autres E. On a notamment le E énergie. Mars, c'est une planète, on le sait, on le voit, a été très active dans son passé, avec ces volcans gigantesques qui font 16 km de haut, rendez-vous compte, donc ça c'est 2 fois plus haut que le mont Everest. Et ce sont des volcans qui ont dégagé une énergie phénoménale à la surface de la planète. Et on arrive ici à avoir notre deuxième E. Donc on a de l'eau liquide et on a de l'énergie. Alors on le sait, ça a été confirmé par ce petit rover Curiosity. Vous voyez ce sable noir dont j'ai parlé tout à l'heure. On a un peu partout à la surface de la planète. Vous les en voyez ici au loin, ici. Quand on zoome vraiment très proche de ce sable, là c'est une photo à 1 mm. Il est extrêmement noir. C'est du sable volcanique. On en a dans les îles Canaries, Tenerife par exemple. Vous avez des plages de sable noir, du sable volcanique. Donc on a des traces aujourd'hui encore du passé volcanique et violent à la surface de la planète Mars. On le voit ici. Donc maintenant, si on résume un peu la planète Mars, ce qu'on sait, donc, la même image qu'au début, on avait de l'eau liquide à une époque, on avait un volcanisme très actif, et comme je vous ai dit au début, il y avait une atmosphère. Donc si on avait une atmosphère et finalement on avait beaucoup d'eau, on peut penser qu'à la surface de Mars, enfin dans l'atmosphère de Mars, il y a eu des orages très très violents. Donc là, on réunit quand même pas mal de conditions qu'on a vues sur Terre ont été essentielles à la formation de la vie. Maintenant, j'ai pas encore parlé de ces petites briques de vie, là, de ces petits Legos. Est-ce qu'on en a à la surface de la planète? Donc, je pouvais pas vous répondre à cette question avant jeudi dernier. Donc, vraiment jeudi dernier, pour vous montrer quand même la recherche en avance. La NASA a fait une conférence. Elle a annoncé que le petit rover Curiosity que je vous ai présenté a détecté, en creusant, en forant un petit peu la surface de Mars, il a détecté ces premières briques de vie à la surface de la planète. Donc là, Mars, c'est un endroit, donc on peut envoyer déjà le point d'interrogation, c'est un endroit où il y a eu les 3 E, les éléments, l'énergie et l'eau liquide. Maintenant, est-ce que ces éléments ont été suffisants pour créer la vie? Est-ce qu'ils ont été réunis un temps suffisamment long pour que la vie puisse se développer à la surface de la planète? Je vous rappelle, la Terre, il a fallu plusieurs milliards d'années pour que cette vie se développe. Est-ce que Mars est passé par une phase assez longue pour permettre à ces éléments, ces 3 E, de développer la vie? Donc ça, on va essayer de répondre à cette question en envoyant d'autres petits rovers. Un qui s'appelle ExoMars, envoyé par l'Agence spatiale européenne, et un autre qui s'appelle Mars, il n'a pas vraiment de nom, je crois qu'il s'appelle Mars Rover 2020. Et c'est un peu le jumeau de Curiosity, mais il a des instruments un peu différents. Curiosity, son rôle et Opportunity, c'était de comprendre l'habitabilité. Est-ce que la planète a été habitable à un moment donné? La réponse est oui. Est-ce qu'elle a été habitée? Ces rovers vont répondre à cette question. On va vraiment les envoyer pour essayer de détecter des traces anciennes du passé de la planète et du passé peut-être organique de la planète. Donc on a fait quand même pas mal le tour de Mars. Mars, ce n'est pas la seule planète du système solaire. Vous voyez, il y a plein d'autres planètes. On va un petit peu s'intéresser à ces autres planètes. Et on va faire un voyage directement, on va sauter sur Saturne. Saturne, une géante gazeuse, avec ses anneaux bien reconnaissables, ici. Et vous voyez, vous avez un petit point ici, sur Saturne. Alors, pour la petite anecdote, ce petit point, c'est nous. Alors, ça, c'est la Terre. Donc, cette image nous vient de la sonde qui s'appelle Cassini. C'est une sonde qui a fait étudier en long, en large et en travers la planète Saturne. D'ailleurs, quelqu'un va venir en parler pendant le festival Astroverne. Et on a ici donc la Terre, et on va s'intéresser un petit peu à cet anneau très éloigné, qui s'appelle l'anneau E. Et cet anneau E, on va zoomer dedans, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dans cet anneau. Donc il y a un petit point noir ici, vous voyez, c'est un petit satellite de Saturne. Saturne elle a plein de satellites,
Mais on va s'intéresser à celui-ci en particulier. Si on zoome un petit peu plus et qu'on regarde un peu la morphologie de ce satellite, donc ça c'est, voilà, je vous présente Encelade, un satellite de glace. Quand je dis satellite de glace, tout ce que vous voyez ici, c'est de l'eau. C'est une boule de glace d'eau, complètement. Donc elle n'est pas très très grande, hein, ce n'est pas une grosse boule de glace. Ici je vous compare avec mon pays actuel, donc le Royaume-Uni. Vous voyez, c'est pas très très grand, ça fait à peu près 500 km de diamètre, cette petite lune. Elle est recouverte complètement de glace. Et on va s'intéresser au pôle sud. Il se passe des choses au pôle sud de cette planète, de cette satellite, pardon, de cette lune. On va s'intéresser à cette zone ici. Ça ressemble un peu, on l'appelle la rayure du tigre. On a l'impression qu'un tigre est venu griffer la planète à cet endroit. Et vous voyez que c'est un peu la seule zone avec ici où bah, finalement la planète elle n'est pas vraiment blanche. Elle est un petit peu bleutée. Différente bien de la glace blanche à côté. Et en fait cette glace un peu bleutée on l'appelle la glace cristalline. C'est une glace très très jeune. La glace cristalline ça disparaît au bout de quelques années sur Terre, et sûrement sur Encelade aussi. Donc c'est une glace qui a été formée très très récemment, comparée à cette glace qui a été formée il y a plusieurs millions d'années. Donc si cette glace s'est formée récemment, ça veut dire qu'à un moment donné, on a éjecté de l'eau qui s'est recondensée pour former de la glace. Donc on a envoyé Cassini un petit peu étudier cette zone, et voici l'image qu'elle nous en a rapportée. Une espèce de geyser là, un petit peu comme la comète tout à l'heure. En fait, ce ne sont pas des geysers parce qu'ils sont tellement gros qu'on appelle ça des volcans. Ce qu'on appelle le cryovolcanisme, ce sont des volcans d'eau, voilà, des volcans d'eau froide, qui sont éjectés depuis la surface de la planète, depuis ces rayures du tigre ici, on voit donc c'est toute cette eau qui part de la planète. Alors d'où cette eau elle vient? Alors on a un peu ce schéma maintenant dans Célade. On se dit, ah bah tiens, voilà un petit peu comment on explique l'apparition de ces volcans à la surface de la planète. Vous avez tout simplement le magma à l'intérieur d'Encelade qui chauffe et qui va venir réchauffer cette eau. On pense qu'il y a une eau liquide à l'intérieur, un océan d'eau liquide à l'intérieur de cette lune. Il va venir réchauffer, augmenter la pression de cette eau. Et finalement, elle va trouver son chemin en craquelant, en vraiment brisant cette glace, cette épaisse couche de glace. Donc ça fait à peu près quelques dizaines, centaines de kilomètres d'épaisseur. Donc c'est vraiment une couche de glace énorme. Et va éjecter finalement cette eau en dehors de la Lune. Donc ces sources finalement de magma, c'est un peu comme des sources géothermales. Et on s'aperçoit que finalement, dans cette petite Encelade, on réunit quand même deux de nos 3 E. On a de l'eau liquide et on a une source d'énergie. Donc certes, on n'a pas d'atmosphère, mais on a quelque chose coincé un petit peu au fond, dans les profondeurs de cette satellite. Donc maintenant, est-ce que la vie peut se développer dans ce genre de contexte? On a des exemples concrets sur notre planète. On a ce qu'on appelle ici, ce sont des fumeurs noirs. C'est un petit peu, comme je disais, ces sources géothermales. Donc il fait très très chaud autour de ces sources, il fait à peu près 100 à 350 degrés. Alors on arrive à avoir de l'eau liquide à ces températures-là, parce qu'il y a une pression très très forte qui maintient l'eau à l'état liquide. Et qu'est-ce qu'on a autour de ces fumeurs noirs? On s'est aperçu qu'il y avait ceci. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une galatée velue. C'est une petite espèce de crabe qui fait 15 cm de large à peu près. Et avec ces petits poils ici que vous voyez partout, elle va venir récupérer les minéraux rejetés par ces sources géothermales et elle va s'en nourrir. Donc elle n'a pas d'œil, elle n'a pas d'yeux, elle n'a rien. Elle est juste un organisme qui se déplace et qui se nourrit de minéraux. Il n'y a pas que ça autour de ces sources géothermales, on a aussi ça, une espèce de petite crevette qui elle non plus n'a pas d'yeux. Les petites crevettes elles font quelques centimètres de large et elles pullulent autour de ces sources géothermales. Mais quand je dis pullule, c'est pullule. Il y en a plusieurs milliers dans 1 mètre carré, des colonies entières de ces petites crevettes qui vivent dans des conditions où la température est entre 100 et 350 degrés. Et elles se collent vraiment à cette source pour essayer de puiser au maximum toute l'énergie et les minéraux essentiels à leur survie. Donc bien sûr, sur Terre, ces formes de vie, elles permettent à d'autres formes de vie de venir et de se nourrir. Ce sont un petit peu la base de la chaîne alimentaire des fonds, vraiment des fonds marins. Là, on est dans des fonds à peu près autour de 3000 mètres de profondeur, il n'y a pas de lumière. Et on trouve voilà, un petit peu le schéma qu'on a de ces sources géothermales sur Terre. On a ces petites crevettes, ces petits crabes un petit peu bizarres, ces anémones, et finalement, les poissons vont venir se nourrir de ça, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on forme un petit peu une chaîne alimentaire. Donc une chaîne alimentaire à 3000 mètres de profondeur, sans lumière, avec pour unique source ces sources géothermales.
Donc est-ce que c'est quelque chose qui est en train de se produire sous la surface d'Encelade, qui est en train de se produire dans les profondeurs des océans de cette planète, qui finalement réunit ces conditions? Donc ça, on ne le sait pas, mais on va envoyer des sondes étudier ce genre de satellite, donc pas Encelade, d'autres satellites qui sont autour d'autres planètes, notamment Jupiter. Voici Jupiter, donc c'est la sonde Juno, qui est une sonde assez récente. On voit, c'est une magnifique image de Jupiter. Encore une fois, les images en vraie couleur. Vous pouvez voir, c'est magnifique le cataclysme de cette planète. Donc ça, c'est bien sûr, c'est une planète où la vie ne peut absolument pas se développer. Mais comme je vous l'ai dit, on va s'intéresser un petit peu aux satellites de cette planète de Jupiter qui vont ressembler finalement à Encelade. On a ici Europe, qui est recouverte de glace, comme on l'a vu sur le satellite d'avant. On voit cette glace ici en noir, en blanc, pardon. Ce que vous voyez un petit peu marron, c'est finalement la croûte, c'est le sol de ce satellite. Et on pense que sous le sol, il y a également un océan d'eau, tout comme Encelade. Donc ce n'est pas le seul candidat autour de Jupiter. Vous avez ici Callisto à gauche et Ganymède à droite, encore une fois en vraie couleur, qui peuvent contenir aussi, on pense, sous leur surface, un océan d'eau qui pourrait, pourquoi pas, abriter la vie dans notre système solaire. Donc on va envoyer cette petite sonde qui s'appelle JUICE, qui va venir explorer ces 3 satellites en environ de 2022. Et on aura peut-être la réponse à la question, est-ce que la vie peut se développer sous ces satellites glacés? Donc finalement, je finis sur cette petite dernière planète du système solaire, qui est Neptune. Et vous avez... c'est pas une planète, c'est une grosse planète. Et vous avez ce satellite qui s'appelle Triton, qui est mal connu. Hein, ça, c'est une image des années 70, et qui pourrait aussi contenir potentiellement une forme de vie sous sa surface. Donc là, on a fait un peu le tour du système solaire. Qu'est-ce qu'on a au-delà de notre système solaire? Là, on a regardé un petit peu autour de chez nous. Maintenant, on va se tourner notre tête vers vraiment les confins de l'univers et de l'espace. Donc ça, c'est une image de notre Voie lactée, notre galaxie. Donc une galaxie, c'est un regroupement d'étoiles. Et on s'est posé la question de savoir, est-ce qu'autour de ces autres étoiles, il y aurait un autre système solaire? Est-ce qu'il y aurait autour de ces autres systèmes solaires des planètes comme la Terre qui pourraient contenir la vie? Donc voici un petit peu une carte de notre Voie lactée. Nous, on se situe ici. Et on voit, il y a toute une multitude d'étoiles. Et ces multitudes d'étoiles sont potentiellement tous des candidats à l'apparition de la vie. Pourquoi finalement notre petit système solaire qui est ici serait le seul parmi cette monstruosité qu'est cette galaxie? Alors en plus, si on rajoute à ça le fait que la Voie lactée n'est pas la seule galaxie dans l'univers, vous en avez d'autres, je vous en présente une autre ici, qui est la galaxie d'Andromède, une galaxie qui est très très proche de nous, qui contient elle aussi un nombre très grand d'étoiles, à peu près une centaine de milliards d'étoiles, un peu comme notre Voie lactée. Et ces galaxies, il y en a énormément dans l'univers. Voir un peu sur cette image, chaque point que vous voyez est une galaxie. Donc toutes ces galaxies contiennent plus d'une centaine de milliards d'étoiles, et ces centaines de milliards d'étoiles peuvent potentiellement contenir des planètes. Et ces autres systèmes stellaires, ces autres systèmes solaires autour d'autres étoiles, on arrive aujourd'hui à les voir. Je vous présente ici une animation. Vous avez l'étoile qui est au centre, ici on l'a camouflée, on l'a cachée parce qu'elle est très très brillante, et on veut voir un peu ce qui se passe autour. Et on a pu observer ça, alors regardez l'échelle de temps aussi, c'est assez important, 9, 2011, 2012, et de 2016. Donc 7 ans pour obtenir ces petites animations. Et ce que vous voyez ici, ce sont d'autres planètes autour d'une autre étoile. Ces planètes-là, elles sont énormes, elles sont à peu près de la taille de Jupiter, donc là c'est absolument pas la Terre. Celle-là met à peu près 40 ans à tourner autour de son étoile, et celle-là met à peu près 400 ans. Donc voilà. Mais c'est un système solaire, c'est un système stellaire, et ces planètes, on les appelle les exoplanètes aujourd'hui. Ce sont toutes ces planètes qui gravitent d'autres étoiles que le Soleil. Donc la première qui a été trouvée, c'était en 1995 par Michel Mayor et Didier Queloz. Ils ont réussi, donc ici c'est une image de Michel Mayor, ils ont trouvé la première de ces exoplanètes, qui s'appelle, donc voilà, je vous présente 51 Pégasi b, désolé pour le nom, qui gravite très très proche de son étoile. Donc ça c'est à peu près Jupiter, qui met 4 jours pour graviter autour d'une étoile, un peu comme le Soleil. Donc imaginez-vous, la Terre s'en mettait 4 jours pour faire 1 an. Je vous dis pas la chaleur. Donc là, la planète elle est extrêmement proche, la température elle est à peu près de 1000 degrés. Et donc c'est un peu violent.
et c'est absolument pas propice à l'apparition de la vie. Alors on s'est dit, bon ok, on va essayer d'en détecter beaucoup plus. On a développé des techniques pour détecter ces exoplanètes, pour essayer de voir s'il n'y en a pas une finalement qui ressemble à la Terre. Et je vous présente un peu la méthode la plus commune, celle qu'on utilise. C'est très très simple, vous allez voir. Donc ça c'est notre Soleil, c'est notre étoile. Vous avez les taches solaires ici par exemple. Et je vais vous montrer Vénus, donc la planète dans le système solaire qui est plus proche de nous, du Soleil. Et vous allez la voir passer en haut à gauche. Attention. Voilà, Vénus. Et qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez la lumière qui arrive sur Terre depuis le Soleil. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que là, vous avez le niveau lumineux. Et lorsque Vénus s'en va, hop, le niveau il remonte. Voilà, hop, là, le niveau est à 1, 100%. Et hop, dès que Vénus apparaît, le niveau il diminue. Et bien c'est comme ça qu'on détecte des exoplanètes. Donc on n'a pas d'image comme ça de ces soleils et de ces exoplanètes parce qu'ils sont très très loin, mais on arrive à capter la lumière, on voit, ah bah tiens, là la lumière elle est moins forte à cette période-là, donc ça veut dire finalement qu'il y a peut-être on est même sûr qu'il y a une exoplanète qui passe. Donc on a envoyé un satellite dans l'espace, parce qu'autant faire les choses automatiquement depuis l'espace, ça va plus vite. On a envoyé ce satellite qui s'appelle Kepler, et il a trouvé énormément de ces exoplanètes. Vous avez ici un petit résumé. Vous avez toutes ces étoiles, voilà. Donc ça c'est une image d'artiste. Hein. Là maintenant, je vais montrer quasiment que des images d'artistes. C'est une vue d'artiste de ces étoiles, de ces différentes étoiles et de ces planètes qui passent devant leur Soleil. Et des fois, bien sûr, il a détecté des systèmes où il n'y avait pas qu'une planète, il y en avait une ou deux ou trois, etc., qui passaient devant leur Soleil. Donc on se pose la question, bon, on arrive à détecter de ces exoplanètes, comment on va pouvoir y détecter la vie? Ou potentiellement une forme de vie très primitive comme on a pu avoir sur Terre dans le passé. On va reprendre notre règle des 3 E, elle nous suit encore cette règle, mais cette fois-ci il faut l'adapter un petit peu parce qu'on ne peut pas, comme sur Mars ou comme sur Encelade, aller sur place. Donc on a dit qu'il nous fallait des éléments. Donc pour avoir des éléments, il nous faut un sol. Pour avoir du sol, il faut que la planète tout simplement elle soit rocheuse. Elle ressemble à la Terre, elle soit tellurique. Donc c'est le genre de planète qui va nous intéresser, les planètes qui ressemblent à la Terre, les planètes rocheuses. L'eau liquide. Oups. Ah, petit souci. Ah oui, bon, c'est pas grave. L'eau liquide. Donc l'eau liquide, il faut que la planète ne soit ni trop chaude, ni trop froide. Si la planète est trop chaude, l'eau liquide va s'évaporer. On l'a vu sur Mars. Si elle est trop froide, l'eau va devenir complètement gelée à la surface de la planète et donc ça ne nous intéresse pas vraiment parce qu'on sait l'eau liquide c'est quand même bien, on essaie d'avoir, c'est quelque chose d'important pour mixer ces éléments et on veut essayer de déterminer si ces exoplanètes ont de l'eau liquide à leur surface. Donc ni trop chaud ni trop froid, à la bonne température, un peu comme sur Terre. Et enfin de l'énergie, donc on sait que ces exoplanètes elles passent autour d'étoiles, donc déjà on a l'énergie solaire. Le volcanisme ça va être assez compliqué à distance de savoir s'il y en a. Mais on va essayer de savoir finalement est-ce qu'il y a une atmosphère. En plus, si on a une atmosphère, on sait finalement que l'eau liquide elle peut rester à la surface de la planète, pas comme sur Mars où la disparition de l'atmosphère a entraîné la disparition de l'eau liquide à la surface. Donc là, on a un peu une vue d'artiste encore une fois de toutes les exoplanètes qu'on a. Donc là, ce sont 500 des 3786 exoplanètes qu'on a détectées à ce jour. Et vous voyez, sur ces 500 qu'on a ici, on a seulement une petite proportion qui correspond à des planètes qui sont comme la Terre, qui sont rocheuses. Tout le reste, ici, ce sont des planètes, des géantes gazeuses. On a ici Saturne, d'ailleurs, on les a mis un peu pour comparer. Et on a toutes différentes formes et différentes tailles. Ici, en plus, c'est cassé par température, du plus froid au plus chaud. Et ici, du moins dense au plus dense. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de roches ou est-ce que c'est vraiment que du gaz ? Et on a la Terre à peu près par là, et on voit qu'elle a quand même pas mal de planètes qui ressembleraient potentiellement à la Terre. Oui, mais alors combien ? Combien de ces planètes vraiment ressemblent à la Terre ? Ah, oula, ok, un petit... voilà. Donc, on s'intéresse tout d'abord à ce E, qui est celui de l'eau liquide, et on a défini ce qu'on appelle la zone d'habitabilité. C'est cette zone qui, ici, en vert, c'est la zone à partir de laquelle on sait l'étoile elle a telle température, elle est grosse comme ça. On sait qu'à cette distance-là, finalement, c'est ni trop chaud ni trop froid. La planète, elle a sûrement de l'eau liquide à sa surface. Donc sur Terre, cette zone, elle correspond à la position de la Terre. Dans notre système solaire, cette zone correspond à la position de la Terre et à la position de Mars.
C'est comme ça qu'on sait aussi que dans le passé, sur la planète Mars, il y a pu avoir de l'eau liquide. Mais bien sûr, si l'étoile change, si l'étoile est beaucoup plus petite et moins chaude, cette zone va être beaucoup plus proche. Et si l'étoile est beaucoup plus violente, beaucoup plus grosse que le Soleil, cette zone va être plus éloignée. Donc on définit cette zone d'habitabilité. Aujourd'hui, des planètes qui sont dans cette zone d'habitabilité, on en connaît quand même pas mal. On a quelques candidats, plusieurs dizaines de candidats. Je vais vous en présenter quelques-uns. Donc ici, vous avez Kepler 452b, qui est une de ces exoplanètes. Encore une fois, c'est une vue d'artiste. On sait qu'elle est à la bonne distance de son étoile. Son étoile, en plus, elle ressemble à notre Soleil. Donc on se dit, ah, pourquoi pas, est-ce que ce ne serait pas une jumelle à la Terre? Le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas si elle a une atmosphère. Donc potentiellement l'eau liquide, elle est tellurique, donc elle a peut-être des éléments essentiels à la formation de la vie à sa surface. Une autre ici qui s'appelle Ross 128b, qui est à peu près aussi grosse que la Terre, elle est aussi massive que la Terre, elle est autour d'une étoile qui est par contre beaucoup plus petite et beaucoup plus froide, donc elle gravite beaucoup plus proche, les années sont beaucoup plus courtes, mais c'est encore un candidat potentiel. Ici, vous en avez une autre qui s'appelle LHS 1140b. Elle est assez intéressante parce qu'on sait qu'elle est très très lourde. Comparée à la Terre, elle a fait à peu près la même taille, mais elle est extrêmement lourde. Et si les planètes sont très lourdes, on sait qu'elles ont potentiellement le pouvoir de retenir leur atmosphère. Elles vont pouvoir garder leur atmosphère plus longtemps que Mars, par exemple. Et donc on imagine un peu cette planète avec une atmosphère. Donc une planète qui serait potentiellement à la bonne distance de leur Soleil avec une atmosphère, c'est un bon signe. Ici, on a une autre qui s'appelle Proxima Centauri b. Alors cette planète, on ne connaît pas trop de choses dessus, on sait qu'elle fait à peu près la même taille que la Terre, mais elle a la particularité d'être très proche de nous. Cette étoile ici, Proxima du Centaure, c'est l'étoile la plus proche du Soleil. Donc c'est vraiment notre voisine. Donc on se dit, ah bon, si notre voisine la plus proche, elle a aussi une planète comme la Terre, ça peut être intéressant. Est-ce qu'on va pouvoir y aller finalement? Est-ce qu'on va pouvoir envoyer une petite sonde pour l'explorer? Elle a des projets, notamment le projet Starshot Project, qui a pour but d'envoyer à une très 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 grande vitesse des petites sondes qui font à peu près la taille d'une puce, d'un processeur informatique, mais on arrive sur ces petits processeurs, on arrive à mettre une caméra, on arrive à mettre un petit moyen de communication avec la Terre pour essayer justement d'aller analyser ces petites sondes. Donc peut-être que dans les prochains siècles, on parle de siècles ici, cette petite sonde elle mettrait 80 ans pour aller à la surface de la planète. Pour comparaison, si on utilise les fusées actuelles, il faudrait 300 000 ans à l'être humain pour aller là-bas. Donc il vaut mieux envoyer ces petites sondes qu'on peut vraiment accélérer très rapidement en utilisant des lasers, et ça prendra quand même 80 ans pour aller là-bas. Mais ça peut être une possibilité. Finalement, je vous présente un dernier système qui est le plus intéressant. C'est le système qui s'appelle TRAPPIST, qui est assez récent, vous en avez entendu parler, ça a fait quand même pas mal de bruit dans les médias. Et ce système TRAPPIST, il gravite une toute petite étoile. Alors, petite étoile comment? Donc il y a déjà 7 planètes. 3, 4, 5, 6, 7, donc comparé à notre système solaire qui en a 8. Et c'est un tout petit système. Regardez, c'est assez la taille de l'étoile. Comparé à notre Soleil, donc là c'est un bout du Soleil. Donc vous imaginez le cercle complet. Et ça c'est Jupiter, donc quasiment aussi gros que Jupiter, mais c'est une étoile. Et vous regardez les planètes, finalement les planètes elles sont à peu près de la même taille que Vénus, la Terre, Mars, etc. Donc bon, pourquoi pas, ok, c'est une petite étoile. Mais ils sont très très proches, très proches de leur étoile. On compare ici, donc tout le système solaire de TRAPPIST, le système stellaire de TRAPPIST, il est contenu dans cette distance-là. Même pas Mercure. Donc tout petit système. Pour vous dire, si vous étiez à la surface de cette planète G, vous pourriez voir la planète F passer aussi proche que la Lune de temps en temps. Donc vous imaginez, c'est comme si nous on arrivait à voir Mars depuis la Terre. Donc c'est une toute petite étoile qui contient ces petites planètes, mais ces petites planètes, elles sont quand même pas mal bien situées. Et les planètes E, F et G sont dans la zone d'habitabilité, c'est-à-dire elles ont potentiellement de l'eau liquide à leur surface. Vous voyez d'ailleurs la vue d'artiste montre peut-être qu'il y a de l'eau liquide. Un petit peu comme la Terre et Mars dans notre système solaire. Donc là je vous ai présenté des systèmes où on a deux E. On a le E eau liquide et on a le E élément. On se dit, bon, ces planètes elles sont rocheuses, elles sont comme la Terre, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas ces éléments comme sur la planète Terre? Maintenant si on reprend encore nos 3 E, donc on a fait les planètes telluriques, elles ont de l'eau liquide. Est-ce que maintenant il y a de l'énergie? Est-ce que maintenant on a cette atmosphère à la surface de ces planètes? Ça serait le dernier élément, cette atmosphère elle permettrait à cette eau liquide de maintenir à la surface et elle nous fournirait potentiellement l'énergie nécessaire à la formation de la vie. Alors comment on ferait pour déjà détecter cette atmosphère?
Ici, donc, c'est un transit, comme je vous ai montré tout à l'heure, et on s'aperçoit finalement, quand le transit est très précis, quand on arrive avec les instruments à avoir des instruments très performants, on arrive à analyser la lumière qui passe ici, très très proche de la surface de la planète, qui passe dans l'atmosphère. Et on essaye de capturer cette lumière qui passe ici dans ce petit cercle pour comprendre la composition et bien sûr s'il y a une atmosphère sur cette planète. On va zoomer un petit peu, on va voir qu'est-ce qui nous intéresse dans cette atmosphère. Qu'est-ce que finalement on va chercher pour avoir une preuve de l'apparition de la vie sur une potentielle exoplanète. Donc ça, c'est une image qui a été prise depuis la navette spatiale, la Station spatiale internationale aussi. C'est une image de la Terre, tout simplement. Donc on voit l'atmosphère de la Terre ici, une magnifique image. Qu'est-ce qu'on va chercher aussi? C'est un peu l'image qu'on pourrait avoir de la lumière qui nous vient de ces exoplanètes, de ces atmosphères d'exoplanètes. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher le dioxygène. Le dioxygène, c'est ce qu'on respire nous. Donc si on détecte du dioxygène dans ces atmosphères O2, dans cette atmosphère d'exoplanètes, on se dit déjà c'est bon signe, parce que l'oxygène sur notre Terre, il disparaîtrait très rapidement si on n'avait pas les végétaux et les êtres vivants pour le renouveler constamment. Donc ok, s'il y a du dioxygène, c'est un bon signe. Mais le dioxygène, le problème, c'est qu'il peut aussi se former d'autres façons, donc à lui tout seul, il ne suffit pas. On a aussi le méthane. Le méthane, c'est un peu comme l'oxygène, c'est produit par les êtres vivants, les organismes, et associé à l'oxygène, ça pourrait être deux bons indicateurs, on appelle ça des biomarqueurs, des marqueurs de vie dans les autres planètes, qui nous permettraient de dire, ok, le méthane, c'est pareil, il réagit très vite. Finalement, le méthane et l'oxygène, ils vont réagir, ils vont se brûler, ça fait de la combustion, vraiment une flamme, et ils disparaissent très rapidement de la surface de la Terre. Donc, si on en détecte sur d'autres planètes, ça peut être un bon signe, c'est-à-dire que quelque chose est là pour le produire. Sauf que le méthane, tout comme l'oxygène, il y a d'autres façons de le produire. Les volcans, notamment, lorsqu'ils explosent, ils lâchent énormément de méthane. On a aussi des réactions avec de l'eau liquide et les roches qui vont produire de ce gaz. Ensuite, on a l'ozone. L'ozone qui est un dérivé de ce dioxygène qui protège la Terre des rayonnements UV, qui pourrait protéger potentiellement la vie sur une autre planète. Le dioxyde de carbone, très important, c'est un gaz à effet de serre, comme vous le savez. Il va permettre à la planète de maintenir une température à peu près constante. Et enfin de l'eau, on va chercher présence d'eau dans l'atmosphère. S'il y a de l'eau dans l'atmosphère, il y a forte chance qu'il y ait de l'eau à l'état liquide à la surface de la planète. Donc ce sont tous ces marqueurs, ces biomarqueurs, ce sont aussi finalement des briques de vie que l'on va chercher dans l'atmosphère de ces planètes. Donc on ne peut pas le faire actuellement. Il nous manque de la puissance, il nous manque des instruments performants. Et on va envoyer dans l'espace un instrument qui s'appelle le James Webb Space Telescope, qui est le remplaçant de l'observatoire spatial Hubble, qui va être capable de faire ce genre de détection, de détecter ces atmosphères d'exoplanètes. Et un autre télescope gigantesque, 40 mètres de diamètre, le miroir, qui va pointer son regard vers ces exoplanètes et essayer de trouver des signes de ces biomarqueurs dans les atmosphères d'exoplanètes. Pour finalement essayer de trouver ce troisième E, ce dernier E qui nous permettrait de dire ok, à la surface de cette planète, il y a quelque chose, un organisme vivant qui génère tel ou tel oxygène, etc. Donc maintenant, ce sera un petit peu la conclusion de la discussion ce soir, notre exploration de l'univers. Combien de ces exoplanètes on estime, combien on pense on va en trouver qui ressembleraient plutôt à ça? C'est-à-dire, finalement, voilà, des villes un peu comme on a sur Terre, et finalement une vie qui serait intelligente comme la nôtre. Donc il y a un monsieur, alors c'est la seule équation que je montrerai de la soirée, et on va bien la détailler. Donc c'est un monsieur qui s'appelle Drake. 1961, il a posé cette équation. Donc 1961, c'est aussi lui qui a été un peu le papa du programme SETI. Donc, vous connaissez peut-être SETI qui essaye de recevoir des signaux depuis l'espace d'espèces intelligentes comme la nôtre. Et il a développé cette équation avec N. N, c'est le nombre d'espèces communicantes, intelligentes comme la nôtre, capables de communiquer actuellement dans notre galaxie. Donc on va détailler un peu tout ça, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Ça, c'est le nombre d'étoiles qui se forment par an dans notre galaxie. C'est finalement le nombre de ces étoiles qui naissent, de ces systèmes planétaires qui naissent, de ces terres qui naissent. Donc on connaît ce chiffre. Donc déjà, on enlève des inconnus, on sait que c'est 1 à 3 par an. Donc on a 1 à 3 systèmes solaires qui se forment par an. Combien de planètes on a autour de ces étoiles? Quand Drake il a fait cette équation, il n'en avait aucune idée. Je rappelle, la première exoplanète, c'était en 1995.
Maintenant, on le sait grâce à Kepler, grâce à toutes ces missions, on le sait qu'il y a autour de ces étoiles toujours au moins une planète. Donc on a 100% de ces systèmes qui naissent, qui ont des planètes. Maintenant, combien ressemblent à la Terre? Donc ça, on commence à rentrer dans l'inconnu. On commence à avoir des signes, mais il va falloir attendre un petit peu, il va falloir attendre justement ces télescopes, le James Webb et le ELT, pour savoir à quel point, quelle est la proportion de ces planètes qui ressemblent à la Terre. On commence à avoir une petite idée, mais il n'y a pas de certitude. Finalement, sur ces planètes, quelle est la fraction d'entre elles où la vie est apparue? Quelle est la fraction d'entre elles où la vie est intelligente? Et finalement, quelle est la fraction d'entre elles où la vie intelligente est communicante, c'est-à-dire qu'elle a les moyens de communiquer avec l'espace, et finalement, on a les moyens de détecter leurs signaux. Et finalement, la durée de cette civilisation sur Terre, ça fait, 70 ans, 80 ans qu'on est capable de communiquer avec l'espace. On a développé des techniques suffisantes pour détecter et émettre ces signaux. Donc on va essayer de faire une estimation un peu de tout ça finalement, un peu à la louche. Et je vous ai mis une estimation réaliste, parce qu'il y a des chiffres qu'on ne connaît pas et des chiffres qu'on peut estimer plus ou moins. Donc 2 par an, c'est un peu le milieu entre 1 et 3. 100%, ça on le sait, on l'a vu, c'est le nombre de planètes, de ces systèmes solaires qui contiennent des planètes. On va estimer qu'à peu près 1 de ces systèmes stellaires sur 5 ont une planète comme la Terre. Bon, pourquoi pas, c'est à peu près les chiffres qu'on a aujourd'hui, mais il faut les confirmer. On va être optimiste, quand même, réaliste mais optimiste. On va dire que 10% de ces planètes comme la Terre vont développer une vie, c'est-à-dire des plantes, des algues, des petites bactéries, comme on a vu au début. Sur 10% de ces 10%, etc., on va finalement avoir une vie qui est finalement assez intelligente. Intelligente, ça peut être des dauphins. Les dauphins, ils ont du mal à communiquer avec l'espace. Mais ça reste quand même une vie intelligente. Donc on a peut-être des planètes dans l'espace où il y a des dauphins, mais on ne le saura jamais. Parce que les dauphins, ils ne communiquent pas avec la Terre. Et finalement, donc, sur tous ces pourcentages, ces petites fractions, on aurait 20% d'entre elles qui seraient capables de communiquer, qui auraient développé de la technologie pour communiquer avec l'espace. Et on va estimer à la louche que ces civilisations, elles vivent 5000 ans. C'est-à-dire que dans 5000 ans, sur Terre, on sera encore capable, s'il n'y a pas de cataclysme, s'il n'y a pas, notre civilisation ne disparaît pas pour X ou Y raison, on va estimer que dans 5000 ans, on sera toujours dans la possibilité de communiquer et de recevoir ces signaux. Donc si on fait la multiplication de tout ça, ça donne 4. 4 civilisations qui seraient potentiellement dans notre galaxie, actuellement, capables de communiquer avec nous. Donc je vous remonte une image de notre galaxie. Nous, on est là. Donc là, on a dit 4 civilisations. Ok, très bien. Je vais vous montrer la capacité actuelle de nos instruments à détecter ces signaux d'autres civilisations. Attention, ça va aller vite. Voilà. Ça veut dire que ces 4 civilisations, alors dans 4, il y a la Terre aussi, hein, donc c'est-à-dire ces 3 autres civilisations, il faudrait qu'elles soient toutes là-dedans, ou au moins une là-dedans, pour qu'on arrive à détecter quelque chose. Alors, il faudrait en avoir une là et une là. Ça reste quand même plus probable que ici, on aurait 3, on aurait tout dans ce coin-là. Non, c'est difficile à croire. Et c'est d'ailleurs un peu ce que SETI montre depuis plus de 50 ans. On reçoit rien. Mais c'est pas parce qu'on reçoit rien que ça n'existe pas. C'est juste qu'on n'est pas capable pour l'instant de détecter quelque chose qui est plus loin. Donc, finalement, est-ce qu'on est capable d'avoir ça, tout simplement? Parce que là, je parlais d'une civilisation communicante. Est-ce qu'on est capable d'avoir tout simplement juste une terre végétale, une planète végétation, où on aurait juste des végétaux, des petits organismes simples? On pourrait dire, cette planète, elle est habitée. Bon, certes, elle est habitée par des petites bactéries, par des petits végétaux, mais elle est habitée. Eh bien, on estime à peu près ce chiffre à 2. C'est-à-dire que dans les prochaines années, grâce à ces instruments qu'on va envoyer dans l'espace, on serait capable de détecter à peu près 2 de ces planètes, où on serait capable de dire, ces planètes-là, elles sont habitées, mais ce n'est pas de la civilisation communicante, ce sont finalement que des petits organismes de la végétation. Mais ce serait quand même tout d'abord un pas de géant. Donc je vais finir sur cette image, finalement c'est l'image de la Terre. La Terre qui reste à ce jour la seule et unique planète où une vie est apparue, une vie intelligente, une vie communicante. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Il faut se dire que peut-être dans les années prochaines, on va trouver d'autres planètes sur lesquelles la vie est apparue, mais pour l'instant, la seule que l'on connaît, c'est celle-ci, et je pense qu'il est important de la protéger. Mais quand on pense à tout ça, tout ce que je viens de vous expliquer ce soir, je vais citer Carl Sagan et le livre Contact, qui dit « Si nous étions seuls dans l'univers, ce serait quand même un beau gâchis d'espace ». Et je finirai là-dessus, et je vous remercierai de votre attention.
on va prendre des questions s'il y en a dans la salle. Est-ce qu'on peut mettre un peu plus de lumière? Hop, là-haut. Bien. Alors, merci d'abord pour ce très beau voyage, parce que personnellement, j'ai trouvé votre récit... Pardon, excuse-moi. J'ai trouvé votre récit tout à fait fascinant, avec des images absolument spectaculaires. Bien. Je voulais simplement vous demander si vous pouviez nous préciser ce qui a été trouvé comme élément chimique, ce dont vous avez parlé tout à l'heure sur Mars, et de façon plus générale, est-ce que l'on a trouvé des molécules proto-organiques? Enfin voilà, Okay. Alors, je vais reprendre cette petite image que je vous ai montrée un peu à la fin. Ici, j'y arrive. Voilà. Alors, il y a eu cette découverte que je parlais tout à l'heure à la surface de la planète Mars. En Mars, on sait aujourd'hui qu'il y a eu de l'eau liquide. On sait aujourd'hui qu'il y a eu de l'énergie portée par ces volcans, apportée par peut-être sûrement cette atmosphère avec cette foudre, voilà. Et on sait donc qu'il y a eu ces premières briques de vie. Alors ces briques de vie, elles sont très très loin de celles qui vont former la vie à proprement parler. Ce sont des molécules qui sont assez grosses, mais qui contiennent, le problème c'est qu'elles contiennent du soufre, un élément qu'on appelle le soufre. Et le soufre, c'est très toxique pour la vie, telle qu'on la connaît sur Terre. Mais avoir trouvé de ces éléments qui survivent à la surface de la planète Mars, on pensait que ces éléments, et c'était impossible qu'ils survivent aux conditions très violentes à la surface de la planète. Mars, elle n'a pas beaucoup d'atmosphère, elle n'a pas d'ozone comme la Terre, donc on a ces éléments organiques qui vraiment sont foudroyés par les rayonnements UV de notre Soleil. Et bien sûr, le manque d'atmosphère ne les autorise pas à devenir de plus en plus complexes. Mais ces éléments que la NASA a trouvés récemment, ils nous donnent une indication comme quoi c'est possible, en forant un petit peu sous la surface. Si vous voulez, si on commence à forer, on est un petit peu protégé de ces rayonnements UV. On va avoir ces molécules qui sont prébiotiques. Donc ces molécules, je peux vous donner un nom, des thiosulfates ou des choses comme ça, mais ce sont des espèces soufrées. Alors le but de ces petits rovers qu'on va envoyer en 2020, justement, ça va être de forer plus profond, et notamment ExoMars va être capable de forer à quelques mètres dans la planète Mars pour essayer de savoir si on a des choses un peu plus complexes, un peu plus différentes. Ce qu'a annoncé la NASA, c'est quand même un grand tremblement de terre, parce que c'est la première fois qu'on sait qu'on a de ces molécules organiques qui survivent à la surface de la planète. Donc si elles survivent à la surface de la planète, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a peut-être de l'eau liquide à l'intérieur de la planète Mars, et on sait ce que ça a donné sur Terre, mélanger de l'eau liquide et des molécules organiques pendant très très longtemps. Alors pourquoi pas dans le passé c'est apparu. Puis surtout si ces molécules organiques on les trouve aujourd'hui, c'est qu'elles existaient aussi dans le passé. Donc si dans le passé elles ont existé, peut-être qu'elles ont été suffisantes pour former de la vie dans le passé. Donc réponse dans quelques années. Bonsoir. Je voudrais vous remercier déjà pour cette intervention, cette présentation. Et ma question, c'était de savoir si on savait d'où est-ce que venait l'eau des satellites de Jupiter et de Saturne, savoir si ça venait de comètes aussi, comme ce que vous aviez présenté au début, et aussi savoir si on avait une idée d'où venait l'eau des comètes ou de comment est-ce qu'elle se formait. Merci. Okay. Alors, hop, je prends une image encore une fois. Une bonne illustration. Vaut bien des mots. Attendez. Hop. Alors, le système solaire, ici, les comètes. Alors, bon, il y a deux questions. Premièrement, d'où cette eau vient? Alors, vous avez raison, hein, l'eau d'Encelade, etc., de ces lunes de glace, nous proviennent effectivement des comètes. Ces comètes, alors, il faut savoir que les comètes, dans le système solaire, elles proviennent d'une région qui est un peu plus éloignée. Donc, ces comètes, lorsque le système solaire s'est formé, ces comètes ont bombardé non seulement la Terre, mais elles ont bombardé tous les objets du système solaire. Donc, ils ont également bombardé Encelade lorsqu'elle s'est formée, ils ont bombardé Mars, etc., etc. Et donc, l'eau qu'on a à la surface de ces satellites provient vraiment de ces comètes. Il y a aussi une partie, alors on ne sait pas quelle proportion finalement comète ou pas comète, il y a aussi une partie qui était déjà présente dans cette poussière d'étoiles initiale, à partir de laquelle les planètes se sont formées. Et cette poussière d'étoiles contient extrêmement d'eau. On le sait à la base, on le sait, on l'observe. Il
c'est une partie de mon travail d'ailleurs, on sait que autour de ces poussières d'étoiles initiales, ces premières briques de vie qu'on voit, ces couleurs différentes que l'on voit, ce sont finalement aussi des molécules d'eau. Donc lorsque la planète se forme, lorsque le satellite se forme, il y a une partie d'eau qui va être coincée dans sa formation, et qui va après apparaître à la surface, etc. Et on a aussi ce bombardement très violent de comètes et de météorites qui vont en apporter plein. Alors pourquoi Encelade a plus d'eau que sur la Terre? Encelade, en total, contient plus d'eau que notre planète, quasiment. Oui, non, c'est même sûr. Encelade contient plus d'eau que la Terre, parce que justement elle est plus éloignée, donc il y a plus de comètes qui sont tombées dessus. Voilà, un peu ces proportions qui sont respectées avec la distance dans le système solaire. Et c'est à répondre à vos questions? Oui, c'est ça, j'ai oublié s'il y a une deuxième. Bonsoir. Bonsoir. Si j'ai bien compris, vous avez dit que la vie est apparue à l'origine sur la Terre parce qu'il y avait ces éléments des petites briques, des petits bouts de Lego sur les comètes. Mais comment ils ont atterri sur les comètes et d'où ils viennent finalement? Parce que qu'ils viennent sur la Terre, je peux comprendre, mais ces briques sont bien venues de quelque part. Hop, hop, hop. On remonte. Tac, tac. On va prendre cette image-ci. Hop, voilà. Alors là, je vous montre le système solaire en formation. Donc on remonte un petit peu, on essaie de comprendre d'où ça vient un peu les comètes. Donc les comètes, comme je l'ai dit, elles se forment un peu en périphérie de ce système solaire, et elles sont elles aussi faites de ces premières poussières d'étoiles. Évidemment, les comètes et les météorites, c'est un peu un reflet, un miroir de ce qu'était le système solaire lorsqu'il s'est formé. Les comètes et les météorites, il faut voir un peu ça, tout simplement, c'est des planètes ratées. C'est des morceaux de poussière qui sont agglomérés, qui sont devenus assez gros pour former ces comètes, mais pas assez gros pour former des planètes. Et à la base, tout provient de un peu de ce mélange de poussière qu'on a initialement. Et ce mélange de poussière, si on regarde encore plus loin, ils proviennent de ces pouponnières d'étoiles. Et ces pouponnières d'étoiles, comme je l'ai dit en répondant au monsieur, on le sait, on a pointé nos télescopes vers là-bas et on sait déjà qu'il y a énormément d'eau dans ces pouponnières d'étoiles. Donc on a ces premières briques de vie déjà, cette eau, elle est dans l'espace comme ça, elle se déplace dans l'espace, mais elle va être contenue dans ces poussières d'étoiles et elles vont suivre un petit peu tout le cheminement de formation de ces étoiles et ces systèmes solaires. Donc on va avoir de l'eau ici, donc on va avoir forcément de l'eau ici, et par force des choses, on va forcément avoir de l'eau qui va être dans ces comètes et ces météorites qui vont se former un petit peu aux limites de notre système solaire. Donc cette eau, elle est très très ancienne, elle nous provient finalement de ces étoiles, et elle est ensuite distribuée, propagée dans le système solaire en fonction des planètes et des bombardements de ces comètes. Donc tout nous provient vraiment fondamentalement de ces étoiles qui vont générer l'usine un petit peu de ces briques initiales de vie. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup. J'entends beaucoup de vulgarisateurs scientifiques et de gens branchés sciences en général qui parlent aussi de formes de vie qui ne seraient pas basées sur l'eau et notamment sur le méthane, on entend sur Titan, je crois, des choses comme ça. Oui, alors... Est-ce que c'est vraiment de la science-fiction ou est-ce que c'est possible? Alors Titan, j'ai hésité à en parler, à pas en parler, parce que bon, je ne peux pas parler de tout non plus. Vous avez effectivement raison. Titan, c'est un autre satellite de Saturne, qui est beaucoup plus gros qu'Encelade, il est même plus gros que la Lune, donc c'est vraiment un satellite énorme. Et c'est le seul satellite de notre système solaire qui contient une atmosphère aussi épaisse. C'est vraiment une atmosphère très très grosse. Donc on a étudié pas mal Titan, et Titan c'est un peu un satellite un peu particulier parce qu'il est dominé par ce méthane, donc ce CH4 qui est sur Terre produit par les organismes vivants, mais qui sur Titan est produit naturellement par une activité volcanique intense. Donc on a beaucoup de ce méthane, et l'atmosphère elle est tellement présente sur Titan, est tellement forte que ce méthane il va être retrouvé à l'état liquide. Donc sur Terre on peut en avoir, mais il faut des bonbonnes, une bonbonne de butane, c'est à peu près pareil. Et ce méthane il va être à l'état liquide, donc vous avez des océans, des mers de méthane à la surface de Titan, et donc on a cette énergie, on a cette atmosphère, mais on n'a pas d'eau liquide, on a du méthane liquide. Bon, pourquoi pas, on change un E par un autre, donc là... Et en fait, il y a des biologistes qui s'intéressent à ça et qui ont essayé en laboratoire de produire des cellules, un peu des protocellules, des choses un peu bizarres, en essayant de remplacer l'eau par du méthane. Et ils ont réussi à montrer que finalement, des cellules elles pourraient potentiellement survivre si elles se formaient de méthane plutôt que d'eau. Alors ça reste du gros potentiel, il y a des gros mais, c'est pas du domaine de la science-fiction. C'est du domaine du réaliste, et il y a des missions qui sont peut-être prévues dans le futur d'envoyer quelque chose à la surface de Titan
pour essayer d'analyser un peu cette eau. Enfin, cette eau, non, c'est mer de méthane. Je comprends bien que, donc, d'après ce que vous racontez, que l'eau est un élément qui est assez courant dans l'univers. Ça se comprend à peu près. H2O, du H à la sortie des étoiles, on en a pas mal. De l'oxygène, on va en trouver un petit peu. Que ça arrive à se combiner, ça ne me pose pas de problème particulier. Comment on arrive à expliquer que ces fameuses briques de vie que vous avez décrites très rapidement au début, qui sont ultra compliquées, comment on arrive à expliquer qu'ils vont réussir que c'est des trucs qui vont réussir à se former, à s'agglutiner à un moment où une étoile explose et où les conditions sont absolument cataclysmiques, ou alors à s'agranger après coup dans l'espace, et comment on arrive à... Voilà, c'est quoi les explications sur un truc aussi compliqué dans un endroit où il y a que des trucs simples, quoi. Merci pour votre question, elle est très intéressante effectivement. Donc ce que vous voyez ici, c'est ce que j'écris comme étant une pouponnière d'étoiles, c'est un peu le reste d'une explosion passée. Quand je dis explosion passée, là je parle de plusieurs centaines, voire millions d'années, voire plusieurs milliards d'années. Et on est très loin de l'explosion cataclysmique de ces anciennes étoiles. Là, le gaz que vous voyez actuellement, il est très très calme, très très froid. Il se déplace très très lentement et il va falloir encore dizaines, voire centaines de millions d'années pour former des nouvelles générations d'étoiles. Donc ce gaz qui est extrêmement froid, vous voyez en fait, c'est un peu toute cette poussière ici, elle va protéger en fait ce gaz des rayonnements des autres étoiles, etc. Et on le sait maintenant depuis quelques années, on va avoir une chimie très très complexe au sein de ces étoiles, et une chimie tellement complexe qu'on sait qu'elle est capable de former des éléments jusqu'au sucre dans l'espace. Donc là, dans cette région, on le sait en plus, je peux vous le dire, il y a du sucre. Il y a du sucre, il y a de l'éthanol, donc de l'alcool. Vous avez aussi des molécules comme le diméthyléther, qui est utilisé dans les frigos, pour refroidir les frigos. Et donc ce sont des molécules qui sont extrêmement complexes, extrêmement grandes, qui sont pour le coup réellement des précurseurs de la vie. On a aussi des molécules comme le formamide, qui est un précurseur de la glycine. La glycine, c'est un acide aminé, et c'est un précurseur des protéines. Donc vous voyez, précurseur en précurseur en précurseur, mais ce sont des molécules quand même qui sont assez grandes, assez grosses. Et donc, comme je le disais, elles arrivent à survivre vraiment dans les conditions de l'espace, sans aucun problème. Elles se collent en fait à cette poussière, ces poussières. Vraiment, dans l'espace, il y a aussi ce que vous voyez ici, c'est vraiment de la poussière. Je l'appelle poussière d'étoile, c'est vraiment de la poussière. C'est des petits grains qui font quelques micromètres, des millièmes de millimètres. Et ces petites molécules, elles vont s'accrocher à ces petits grains et elles vont réussir à survivre dans les conditions phénoménales de l'espace. Et elles vont survivre tellement longtemps qu'en fait, elles vont même survivre quand elles seront comètes. Et à la surface de ces comètes, dont Rosetta, on a, donc Churyumov-Gerasimenko, sur Chury, on a trouvé réellement de ces acides aminés. On a trouvé de la glycine, c'est l'acide aminé le plus simple. Dans notre corps, il est très important parce qu'il va permettre de créer ces chaînes de protéines. Et elles existent au sein de ces comètes. Vraiment, elles arrivent à survivre pendant plusieurs milliards d'années à la surface de ces comètes dans les conditions exceptionnelles de l'espace. Tout simplement, ce sont des espèces qui sont protégées des conditions extrêmes parce qu'elles sont un petit peu enfouies un peu dans le cœur de ces comètes. C'est pour ça qu'on a posé Philae pour un petit peu creuser la surface, gratter la surface. La surface, elle est exposée vraiment à ces conditions violentes, mais elle va permettre de protéger la chimie, une chimie plus complexe à l'intérieur. Donc on a non seulement de l'eau, mais on a ces briques de vie vraiment sur ces comètes. Et ces briques de vie deviennent de plus en plus complexes au fur et à mesure de la formation des étoiles. Donc des moments où on forme ces étoiles ici jusqu'à l'apparition des comètes, on va avoir une chimie, des briques qui vont être, on va assembler des Legos petit à petit, qui vont être de plus en plus gros. Aujourd'hui on le sait, ce sont des choses qu'on sait. Alors comment on l'explique? Tout simplement, c'est un processus chimique qui vont permettre de créer ces espèces dans l'espace. Bonsoir. Bonsoir. Alors, votre postulat de base, c'était que ces trois éléments sont nécessaires à l'apparition de la vie. Oui. Mais qu'est-ce qui vous permet en fait de savoir s'ils sont pour autant suffisants? Là où je voulais en venir un peu, ce serait le paradoxe de Fermi. Il y a tellement d'étoiles, tellement de possibilités que peut-être on aurait dû les voir. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand j'ai parlé un petit peu de ces 3 E au début, je les ai décrits comme étant les ingrédients essentiels,
Mais justement, je disais, vous avez tout à fait raison, ce sont des éléments qui ne sont pas suffisants. C'est un peu une recette incomplète. On sait que ce sont des ingrédients dont on a besoin, parce qu'on l'a vu sur la planète Terre, mais effectivement, aujourd'hui, on a du mal un peu à comprendre toute la chaîne de l'histoire. Sur Terre, on est encore en train, c'est encore une domaine de recherche très active, pour essayer de comprendre comment cette complexité, elle a pu grandir, jusqu'à former les premières cellules, etc. Alors la deuxième partie de votre question, excusez-moi, j'ai un peu oublié, c'était paradoxe de Fermi. Aujourd'hui, on est en train justement de casser un peu ce paradoxe en développant ces instruments qui sont capables. On a ce paradoxe jusqu'à présent parce qu'on était incapable de le détecter. Donc on avait un manque de moyens. Donc quand on a un manque de moyens, on a ces questionnements et on a ce mystère qui reste non révélé. Donc le but de tous ces instruments, c'est un peu d'ouvrir la boîte de Pandore et de regarder si on peut répondre à ces mystères. Et si vous voulez aller plus loin et comparer ça un peu à pourquoi est-ce qu'on n'a pas de signe de vie communicante, à la fin, ce que j'ai présenté sur justement l'équation de Drake, ça montre que la probabilité pour que les civilisations communicantes soient très proches de nous, dans ce petit cercle où on est capable de détecter ces civilisations, il est quand même infime. Donc on a beaucoup d'étoiles, on a beaucoup maintenant, on sait maintenant, on a beaucoup de planètes, mais on est encore incapable aujourd'hui, technologiquement, on va l'être dans quelques années, de dire ce qu'il y a à la surface de ces planètes. Donc c'est comme si vous aviez une image, vous aviez une réponse, mais elle n'est pas complète. Il vous faut un petit peu l'améliorer, un petit peu la rendre plus fine pour pouvoir répondre totalement à la question. Donc c'est moi qui vais te poser la dernière question. Ouais. Je sais qu'en Angleterre, vous aimez bien parier, vous pariez sur tout, même sur le nom des nouveau-nés. Si tu devais, je te rappelle que tu as 2 caméras qui te filment, que ça sera sur Internet et que ça va rester évidemment pour au moins un siècle. Si tu devais aujourd'hui prendre un pari sur quand on va nous annoncer, toi, tes collègues, la découverte d'une planète habitée, ce serait pour quand? Habitée, n'importe quelle forme de vie, on est d'accord. N'importe quelle forme de vie, nous dire là, il y a de la vie. Alors, bon, pour rappel, le James Webb en 2020, si tout va bien, et le LT en 2024, donc les premières années à laquelle on serait capable de dire qu'une planète est plus ou moins habitée. Donc je pense que la première viendra en 2021, mais ce sera une erreur, parce qu'ils seront trop contents de dire qu'ils ont trouvé une planète. Et je pense que la vraie viendra peut-être plus en 2024, justement avec le LT, où on pourra confirmer les choses. Donc dans les 3-4 années à venir, avec ces instruments, on sera peut-être capable de dire qu'on a une planète potentiellement habitée par des espèces primitives, végétaux et ce genre de choses. Les paris sont pris. Merci. Rendez-vous dans 3 ans.